On vit dans une époque où c'est beaucoup plus sécuritaire d'aller créer son propre truc plutôt que de rester à la merci entre guillemets d'un employeur. On se pose aujourd'hui la question de pourquoi la journée de 4 heures, alors qu'en vérité on devrait se poser la question de pourquoi on est toujours sur des journées de 8 heures, voire de 12 heures, alors que ça ne fait aucun sens. Un hacker qui réussit à avoir accès à un clone de toi, c'est comme s'il avait hacké ta souveraineté mentale. Tu deviens prédictible. Faut peut-être quand même ne pas tout dire à l'IA, ne pas vendre son âme à Sam Altman. Il y a des risques, mais j'arrive pas à évaluer leur probabilité. Et il y a par contre tout un tas d'avantages qui sont palpables au quotidien. C'est quand même incroyable. On ait vécu, nous, notre génération, à la fois Internet et maintenant l'IA. On a vraiment franchi le point d'accélération exponentielle de l'évolution humaine. L'amélioration qui permettra à l'IA de s'auto-améliorer engendrera une boucle d'auto-amélioration en boucle, en fait, qui te conduit à la singularité. J'en ai rien à foutre, que ce soit un humain ou une IA, je me pose même pas la question. Tant que j'y trouve de la valeur, que ça me fait réfléchir. Pour moi, la thérapie, c'est vraiment la salle de sport mental. Ça a été une révélation pour moi. Les gens ont beaucoup de réticence à l'idée de partir chez des thérapeutes parce que tu sais que tu ouvres la boîte de Pandore et qu'à partir du moment où tu vas l'ouvrir, il y a une giga tempête de merde qui va t'arriver sur la tête et qu'il va falloir que tu la gères. Sofiane, bienvenue sur la chaîne YouTube pour ce premier épisode de podcast. Je suis très content de te recevoir. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Merci à toi de me recevoir. Du coup, ça va être hyper cool. On passe un petit moment là, comme si on était en train de boire un café. J'adore ce genre de format, donc je pense qu'on va se régaler. Du coup, moi, je m'appelle Sofiane, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis consultant, formateur sur la thématique de productivité, on va dire. C'est assez réducteur, mais en tout cas, c'est comme ça que je me labellise. Je suis fondateur de la Tribu des Starters, qui est une communauté de solopreneurs en quête d'une vie d'absolue abondance. On pourra revenir sur les termes si ça intéresse ou pas. Concrètement, je vais aider les solopreneurs à libérer jusqu'à 58 heures par mois grâce à ce que j'appelle la productivité asymétrique. Donc en clair, j'apprends à accomplir en 4 heures ce que les solopreneurs qui viennent me voir font en 8 jusqu'à maintenant. Pour ça, je creuse un éventail de thématiques assez large, la théorie des jeux, la pensée systémique, les neurosciences, la philosophie, le business, l'IA, etc., etc. Et ma mission, ça va vraiment être de libérer les solopreneurs du chaos pour qu'ils puissent travailler moins, accomplir plus et vivre intensément. C'est le mantra de la tribu. Donc c'est très important. On s'est construit un peu autour de cette culture anti-hustle, avoir le maximum de résultats dans un minimum de temps pour qu'on puisse après tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre, aller dehors, explorer, profiter de nos relations, voyager, etc., s'élever, tout ça. Donc il y a une grosse dimension anti-culture hustle, très élévation, très croissance personnelle qui vient se mêler à cette thématique de productivité personnelle. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur les étapes de ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé sur ce business model-là, à aider les solopreneurs? Qu'est-ce que tu faisais avant? Pour qu'on comprenne un petit peu comment tu en es arrivé là. Bah, déjà, je pense que je vais commencer par la partie la plus récente au niveau professionnel. Moi, de 2017 à peu près à 2023, j'étais chef de projet dans une ONG de protection des océans, ici à Biarritz, c'est là où j'habite. Et ce job de chef de projet a vraiment été une révélation pour moi par rapport à l'intérêt que je portais beaucoup plus sur la partie productivité, organisation, performance systémique de la partie de mon boulot. Et du coup, en 2020, j'ai décidé de lancer une double activité autour de ce sujet-là, du sujet de la productivité, et j'ai créé la Tribu des Starters. Donc, comment j'en suis passé d'être chef de projet dans une ONG à monter la Tribu des Starters? Tout simplement, quand j'ai vu cet intérêt s'éveiller pour ces thématiques de productivité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à être sollicité sur le terrain de l'ONG dans laquelle je travaillais pour avoir des conseils sur toute cette thématique-là, comment mieux s'organiser, comment mieux gérer son temps, comment créer une vision, comment organiser les flux au quotidien, mieux gérer l'information, etc. Et j'ai réalisé que j'avais plus ou moins une facilité sur ce sujet parce que sans que j'en ai conscience finalement, les 5-6 dernières années avant cette période-là, je creusais ce sujet-là parce que c'était un sujet d'intérêt pour moi. Tout ce qui a été croissance personnelle, augmentation de la performance et tout ce qui a été capacité à vivre une vie plus intense et plus alignée, ça a toujours été des thématiques qui m'ont intéressé. Donc, quand j'ai vu que plus ou moins naturellement, j'arrivais à avoir pas mal de résultats à ce niveau-là, j'ai commencé à faire des accompagnements informels, gratuits, et je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Je me suis dit, OK, trop cool, je vais lancer une communauté autour de ce sujet parce que ça m'intéresse. Donc, j'ai créé un compte Instagram, j'ai commencé à créer du contenu autour de cette thématique-là. Ce qui est hyper intéressant, c'est que je n'ai jamais créé ça avec l'optique de créer un business derrière. J'ai créé ça dans une optique de ça m'intéresse, donc je vais documenter mon parcours et je vais monter une petite communauté autour de ça. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de monétiser ça, notamment quand j'ai sorti mon premier programme de formation sur l'implémentation d'habitudes pendant la période du Covid. Et j'ai vu que ça avait cartonné et je me suis dit, OK, il y a moyen de construire quelque chose autour de ça, donc je me lance en double activité.
Sauf que quand tu arrives en double activité, j'avais très peu de temps par jour pour bosser sur la tribu des starters. Donc ça tombe bien parce que ça m'a permis de développer des espèces de méthodes élites où en 4 heures par jour, il fallait que je puisse développer ma boîte et scaler ma boîte. Et ces méthodes, du coup, elles ont fait un peu l'épreuve du feu sur le terrain. Et ça m'a permis de monter, scaler ma boîte en parallèle de mon job, de quitter mon job en l'espace de 2 ans en générant à peu près 3 fois plus, et de passer surtout de journées de 12 heures à faible rendement à des journées de 4 heures à très haut rendement. Et ça a été le début de l'aventure de la tribu des starters, où maintenant j'ai accompagné plus de 900 personnes à l'heure actuelle, j'ai créé 12 programmes de formation, j'ai fait du mailing quotidien pendant plus de 4 ans, j'ai envoyé plus de 1500 emails aujourd'hui, j'ai un podcast que je tiens depuis 4 ans aussi avec presque 200 épisodes, et puis j'ai eu l'occasion de bosser avec des grands noms du soloprenariat, de l'entrepreneuriat français, comme Aurélien Roy, comme Thibaut Pitolin, Antoine Blanco, Tony Neves. Je suis passé ensuite sur le podcast d'Alec Henry. Donc, tout s'est mis en route suite à ce choix que j'ai pu faire à ce moment-là. Donc, il y a eu une période de plusieurs années où, si je dis pas de bêtises, tu avais ton job salarié et tu avais ton business qui tournait et qui faisait même plus d'argent que l'emploi salarié. J'ai eu à peu près 3 ans de double activité. Et il y a une double raison qui explique ça. La première raison, c'est que j'avais un engagement vis-à-vis de mon patron. C'est un engagement informel, mais mon patron de l'époque, le directeur de l'ONG, avait toujours été très à l'aide avec moi, très bienveillant. Il m'avait donné l'opportunité de passer. Je suis rentré par la porte stagiaire dans cette ONG-là. J'ai terminé chef de projet sur le projet historique de cet assaut. C'est lui qui m'a fait confiance. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a permis de faire ça. Et j'avais une volonté d'atteindre l'engagement que je m'étais fixé au début sur ce projet-là avant de quitter l'assaut. Et ensuite, il y avait un deuxième arc qui est intéressant à prendre ou pas, mais qui relève beaucoup plus de ma vie personnelle. C'est que moi, j'ai été éduqué dans une famille de cadres, anciens pauvres, en plus de ça, donc ça cumule. Donc avec un discours vis-à-vis de l'insécurité et vis-à-vis de l'argent, qui est assez dans le scarcity mindset. Et moi, il faut savoir qu'on va peut-être le découvrir dans cette interview, mais je ne suis pas du tout l'archétype de l'entrepreneur. Moi, je suis l'archétype du cadre, du mec qui a réussi ses études, qui a fait des études longues, qui était destiné à faire une longue carrière, qui a été programmé pour ça, donc biberonné à la sécurité. Et l'entrepreneuriat m'a toujours fait très peur. Tout ce qui était associé à l'entrepreneuriat et à la gestion monétaire m'a fait peur. Et donc, il m'a fallu plusieurs années pour déconstruire tout ce tunnel de réalité que je m'étais construit malgré moi au fil de mon adolescence et de reconstruire quelque chose autour. Donc, ça a pris du temps pour passer le pas à cause de ces 2 raisons-là. Moi, j'ai l'impression que quand je me suis lancé personnellement en 2016, c'était vu comme risqué de lancer son business parce que le modèle traditionnel, dans le narratif en tout cas de la société qu'on nous tenait depuis qu'on est gamin, disons, ça tenait toujours. On se disait, oui, la sécurité de l'emploi, etc. Mais j'ai l'impression qu'à partir du Covid, il y a vraiment eu un switch où maintenant, les gens, limite, voient l'entrepreneuriat comme une voie plus sûre qu'un emploi où tu peux te faire virer du jour au lendemain. L'économie est incertaine. Moi, j'ai toujours eu ce truc de vouloir être indépendant. Et toi, tu n'as pas eu justement ce truc de je préfère être responsable de mes propres revenus et c'est mieux que ce soit moi qui soit au contrôle de générer mes revenus plutôt que de dépendre d'une entité dont j'ai pas le contrôle. En fait, ouais, alors je suis complètement d'accord avec toi sur le constat du changement un peu du moment charnière dans lequel on arrive et où finalement il y a une espèce d'inversion de la sécurité qui était traditionnellement accordée aux salariats. On pourra en parler si ça t'intéresse, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est la profondeur d'un ancrage psychologique quand on a traversé toute notre enfance. Et du coup, même si on voit une espèce de changement sur le marché et qu'on voit une certaine évolution, dans ma tête, sécurité égale employeur. J'avais une incapacité à voir le fait que finalement, j'étais pas forcément en sécurité parce que l'employeur pouvait me virer plus ou moins du jour au lendemain. Après, il y a plein de disclaimers à faire. J'étais dans le monde de l'ONG, on vire pas comme ça, il y a des règles en France, etc., etc. Mais en tout cas, ça a constitué la sécurité ultime, le CDI. Et peu importe les changements que je pouvais observer, ça ne changeait pas ce logiciel qui était implanté dans mon esprit et que j'ai dû déconstruire avec le temps. Et bien évidemment, aujourd'hui que je suis de l'autre côté de la barrière, je vois les choses de la même façon que toi et s'il faut, j'ai encore à nouveau un biais, s'il faut, j'ai complètement un biais de confirmation, mais j'ai la sensation aujourd'hui qu'en effet, on vit dans une époque où c'est beaucoup plus sécuritaire d'aller créer son propre truc pour de maintes raisons, plutôt que de rester à la merci, entre guillemets, d'un employeur qui va décider si on a ce CDI, on le garde ou pas, et de la suite de notre carrière. Alors, quelque chose de très intéressant chez toi, c'est un de tes concepts phares d'ailleurs, c'est la journée de 4 heures. Donc, on a compris que quand tu étais salarié, tu as cumulé ton job plus ton business, donc forcément, tu avais peu de temps. Tu as trouvé des méthodes de productivité asymétriques pour accomplir beaucoup de choses en seulement 4 heures par jour. Mais tu as gardé cette journée de 4 heures, même quand tu as quitté ton job. Première question, pourquoi ?
Et deuxième question, il n'y a pas eu un effet d'appel d'air où tout d'un coup tu te retrouves à, tu as tout ce temps libre, vu que tu travailles que 4 heures par jour, et qu'est-ce que je fais de ce temps? Pourquoi je ne le comble pas avec plus de travail pour, comme la hustle culture nous le suggère, accomplir plus et progresser plus vite? C'est hyper intéressant que tu abordes la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ce vide, parce que l'être humain a horreur du vide, et donc du coup on va vouloir le combler directement. Le vrai axe selon moi, c'est de combler le reste du temps avec des activités personnelles que tu vas bloquer dans ton calendrier et qui te permet d'éviter, quand tu te retrouves avec des gros blocs de libre, de dire ben, qu'est-ce que je vais faire. Bon, ben, j'ai le choix entre prendre de l'énergie pour aller définir avec clarté qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là, à ce moment donné, alors que c'est le chaos total parce que j'ai aucune idée de ce par quoi je pourrais commencer, ou alors de partir en mode par défaut et de continuer à bosser. Bien évidemment que le cerveau va continuer à bosser. C'est la loi de Laborie, le misérable cognitif, l'effort minimum. Si tu donnes le choix entre deux chemins à ton cerveau, un qui lui demande de l'énergie, l'autre qui ne lui en demande pas, il choisira celui qui ne lui en demande pas. Donc l'idée, c'est déjà de faire un travail. De toute façon, toute la productivité asymétrique et la journée de 4 heures s'appuie sur le socle de la clarté et s'appuie par un gros travail qu'on commence à faire sur ce qu'on appelle le cap existentiel, la dimension qu'on veut donner à notre vie, notre étoile polaire, notre boussole, etc., etc. Partant de là, on peut en extraire des intérêts, des compétences qu'on veut développer en dehors du business, par rapport à ce qui nous fait sentir vivants, à nos aspirations de vie. Et quand on tire des centres d'intérêt, des compétences qu'on veut développer et des valeurs qui sont importantes pour nous dans notre vie, c'est facile de trouver des activités qui vont venir se plugger dans notre calendrier, qui vont nous permettre d'avancer sur ça à côté de notre taf. Une fois que tu as ça, tu te retrouves avec une demi-journée qui est consacrée à ton boulot et une demi-journée qui est consacrée à ta vie perso. Tu vas avoir du sport, tu vas avoir du social, tu vas avoir du surf, de l'escalade, des randos, tu vas avoir des relations sociales, je l'ai déjà dit, si tu as des potes qui ne travaillent pas sur la journée, tu vas pouvoir lire, développer des compétences, explorer, partir, je sais pas moi, prendre ta voiture et partir dans un village adjacent pour aller discuter avec les gens des commerces locaux et agrandir ton implémentation dans ton territoire. Peu importe quelles sont tes valeurs, tu trouves plein de choses à faire. Pour revenir sur le pourquoi de la journée de 4 heures, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose aujourd'hui la question de pourquoi la journée de 4 heures, alors qu'en vérité, on devrait se poser la question de pourquoi on est toujours sur des journées de 8 heures, voire de 12 heures, alors que ça ne fait aucun sens scientifiquement parlant, et qu'on a pléthore d'études aujourd'hui qui dézinguent à tour de bras les journées de 8 heures, qui ne servent à rien. Moi, j'ai la chance d'avoir pu expérimenter ça sur le terrain parce que la double activité m'a donné déjà l'opportunité d'avoir un accroissement en termes de productivité tout au long de mon contrat de chef de projet et d'être capable à la fin littéralement d'accomplir plus en 3 heures dans ma matinée que les 8 heures que je faisais quand je suis arrivé en stage. Donc j'ai déjà une première prise de conscience de me dire oh, attends, il y a un truc qui n'est pas linéaire là, comment ça se fait que j'arrive à plier mes journées en 3 heures alors qu'avant il m'en fallait 8. Et en plus de ça, j'avais cette double vitesse de voir comment j'avançais dans mon job de chef de projet avec 8 heures et comment j'avançais dans mon business avec 4. Et je voyais que j'avançais plus vite dans mon business que dans mon job de chef de projet. Et donc, j'ai commencé ces questionnements à ce moment-là, et ça m'a fait ouvrir la boîte de Pandore de toute cette espèce d'arnaque et du mensonge, de la culture seule, de la promesse de l'ère industrielle et comment on a encore plugué sur un modèle qui ne fait plus aucun sens aujourd'hui, qui a été dézingué et qu'on est passé aujourd'hui depuis 1959 dans l'ère de l'économie du savoir, où on ne travaille plus avec nos mains, on travaille avec notre tête, et donc le paradigme est complètement inversé. Pendant toute l'époque de ce qu'on appelle l'économie du temps, l'époque industrielle, le rendement d'une usine était directement corrélé au temps de travail des salariés. Si tu produisais des pièces et qu'en 1 heure, tu es capable de produire 10 pièces, tu fais travailler tes salariés 8 heures, tu produis 8 fois plus de pièces. Le souci, quand on a transité en 1959 dans l'ère de l'économie du savoir, où on travaille désormais avec notre tête, c'est qu'on a perdu le proxy qui nous permettait de mesurer la productivité. Avant, heure est égale à productivité. Maintenant, on se dit merde, on travaille avec notre cerveau. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une relation aussi évidente qu'avec le temps de travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Manque de bol, on n'a rien trouvé. Donc, on s'est dit quoi? Eh bien, on va continuer à utiliser le temps de travail. Et donc, aujourd'hui, on est dans un paradigme industriel, à une époque où on utilise notre cerveau qui se fatigue beaucoup plus vite. Et on sait aujourd'hui, de par notamment les études de Carl Erickson, qu'on ne peut pas travailler en mode deep work plus de 4 heures par jour. Tout le reste, c'est du shallow work, ne sert vaguement pas à grand-chose. Et donc, il y a une espèce de travail aujourd'hui de rebranding, de recrafting de tunnels de réalité pour essayer de faire comprendre aux gens que ce qu'on a considéré comme normal depuis qu'on est né, c'est quelque chose, ce rythme-là, qui existe à l'échelle de l'humanité depuis à peine 70 ans. Avant, ça n'existait pas. Il y a des études hyper intéressantes qui ont été menées par Cal Newport avec un anthropologue, un pote à lui, sur les peuples primitifs qu'on peut observer aujourd'hui dans les Philippines et qui, a priori, aurait un rythme à peu près égal à celui qu'on a eu pendant l'écrasante partie de la vie humaine et de la civilisation humaine. Jamais dans l'histoire de l'humanité, depuis les 70 dernières années, on a autant travaillé. Donc, ce qu'on considère par défaut, c'est quelque chose avec lequel on nous a brainwashé. Et ça a été le point de départ de
cette espèce d'aventure qui a été la journée de 4 heures et de ma philosophie autour de ça. Et moi, ce que je remarque par rapport à ça, c'est que quand tu fais un métier créatif, comme nous par exemple, formateur, tu dézoomes et tu regardes une semaine entière. Il va peut-être y avoir une période de 2 heures sur cette semaine où tu vas être extrêmement productif. Et c'est vrai que la créativité, ça s'épuise assez vite. Tu peux pas en fait créer du contenu comme une machine pendant 12 heures par jour, comme certains te laissent prétendre que c'est possible. Mais en réalité, tu t'épuises vite. Et surtout, il faut te recharger, quoi. Par exemple, aller marcher, prendre l'air, sortir, écouter un podcast ou aller faire du sport. C'est des activités qui permettent de recharger la créativité pour le lendemain. Et si tu étais tout le temps à essayer de trouver des idées, créer du contenu, faire des vidéos en mode performance, tu t'épuiserais très rapidement. Barbara Oakley, elle a un modèle qui s'appelle le focused thinking et le diffused thinking. Et en fait, elle explique que le focused thinking, c'est la pensée concentrée, on va dire. C'est quelque chose qui utilise certains types de ressources. Mais tout aussi intéressant, il y a le diffused thinking, c'est quand on est sous la douche, quand on est en voiture, quand on fait des marches, quand on déconnecte, qui active d'autres zones de notre cerveau, qui s'appelle le réseau du mode par défaut. Et en fait, ce mode-là, il permet de générer des idées qui sont beaucoup plus novatrices, de connecter les dots, en fait, un peu à la Steve Jobs, de tout ce qu'on a emmagasiné au quotidien. Et c'est intéressant que tu parles de créer cette espèce de force brute machinale, de créer comme des machines et de l'absence d'intérêt qu'a cette optique-là, ce paradigme-là, parce que c'est d'autant plus le cas aujourd'hui où on entre dans l'ère IA et on entre dans l'ère de la perspective, où finalement ce qui va faire ton avantage, ce n'est plus la quantité d'output que tu produis, mais c'est ta philosophie, ta perspective, ta vision spécifique que tu peux avoir sur les choses. C'est ta capacité à articuler une vision à partir d'un amas de données. Tout le monde est noyé dans cet amas de données aujourd'hui. On ne sait plus à quoi donner notre attention. Et les créateurs qui vont savoir développer une vision particulière et pertinente sur notre époque, je pense que c'est les créateurs qui seront le plus écoutés. Et pour ça, comme tu l'as dit, il faut de la déconnexion. Et il ne faut pas du tout être toute la journée enfermé avec des œillères en train d'abattre des tâches comme une machine. Sinon, tu n'as jamais le temps de t'élever, de penser, de construire, etc. En fait, je pense que le plus important, c'est pas travailler 4 heures ou travailler 6 heures, c'est plus de définir un contenant pour tes heures de travail dans la journée. Il faut que tu sois clair sur quand est-ce que ta journée de travail commence et quand est-ce qu'elle se termine. Moi, je pense que dans certains cas, ça fait sens de travailler peut-être 8 heures par jour. Si ce n'est pas du travail pur créatif, si tu as plusieurs business en même temps. Et pour certains aussi qui s'amusent beaucoup dans leur travail, c'est du divertissement. Ils s'amusent, c'est même reposant parfois certaines tâches. Moi, c'est le cas. Néanmoins, si tu ne mets pas une limite claire à quand se termine ta journée, tu risques de te retrouver dans ce que j'appelle la zone grise, où tu travailles, mais tu travailles pas trop. Peut-être qu'un coup, tu vas vouloir passer du temps avec tes proches, mais en fait, c'est pas très clair. Est-ce que tu es en mode social? Est-ce que tu es en mode travail? Tu réponds à des mails et puis tu fais une petite activité en même temps, tu es distrait. Et cette zone de confusion, ça peut s'étendre à l'infini. Et tant que tu ne mets pas une limite claire, tu gaspilles ton énergie là-dedans. Et quelque chose qui peut simplement changer la donne, c'est de se dire j'arrête de travailler à 6 heures du soir ou 5 heures, après c'est comme tu veux, mais vraiment mettre une frontière claire pour le travail c'est avant, le travail c'est après. C'est ce que j'appelle les limites libératrices et tout ce qui va aller dans le sens de générer de la clarté et de se fixer des contraintes dans notre vie professionnelle va mathématiquement augmenter le niveau de productivité qu'on va avoir dans nos journées. Et c'est intéressant que tu aies fait le disclaimer de rappeler que on n'est pas ici pour prêcher l'évangile de la journée de 4 heures et dire qu'il n'y a que ça qui marche et que tout le monde devrait faire ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le journée de 4 heures et tout le modèle de la productivité asymétrique, il prend socle dans une philosophie très existentialiste. Et donc, c'est ma philosophie. Je choisis de voir la productivité comme une arme au service de notre vie. Et je choisis de voir le business comme une des dimensions dans lesquelles j'ai envie d'évoluer dans ma vie. Et donc, pour ça, travailler 4 heures, ça fait sens parce que c'est ma limite maximale de concentration effective que je peux avoir. Et en plus, ça me libère 4 autres heures où je peux aller me parcourir cette quête d'une vie d'absolue abondance, professionnellement et personnellement, que je veux avoir. Maintenant, tout le monde n'a pas à avoir cette philosophie. Je parle aux gens qui raisonnent avec ça et qui ont, je dis souvent, la démence de vivre. S'il y a des gens qui sont nés et qui se disent « Moi, mon jeu, c'est le business. Je kiffe le business. Il n'y a rien qui m'intéresse à part le business », grand bien leur face, s'ils veulent travailler 8 heures par jour, bien évidemment, chacun est libre de vivre sa vie comme on veut. Donc, tous les modèles que je présente, ils font sens par ce prisme existentialiste. Si on enlève ça, ça fait plus sens du tout. Ouais. Ben moi, je l'ai expérimenté la journée de 4 heures. Et ce que j'ai Récemment, trouvé particulièrement difficile, récemment en plus, suite tu m'en avais parlé, donc j'ai trouvé l'idée très sympa et donc j'ai voulu essayer. Ce que j'ai trouvé très difficile, c'est paradoxal, mais c'est de s'arrêter. C'est de te tenir à la deadline.
parce que tu as toujours d'autres trucs à faire. Alors moi, j'utilise un timer en forme de cube Pomodoro, tu vois, c'est plutôt cool. Tu tournes le truc, ça te lance un timer. Donc je me faisais des sessions de 1 heure, 4 fois par jour. Le problème, c'est que quand j'arrivais à la fin du timer, des fois, je n'avais pas fini, donc je rajoutais 10 minutes par-ci, par-là. Et puis surtout, j'arrivais chez moi, des fois le soir, je me disais, bon, je me fais chier, j'ai rien prévu de spécial. En fait, pour me divertir, ce que j'aurais tendance à faire, c'est travailler sur des choses qui me font kiffer. Par exemple, le UX design de mon SaaS, ou alors explorer des nouveaux sujets, apprendre. Et par exemple, il y a un truc, alors ça, j'aimerais bien avoir ton avis. Quand tu fais la journée de 4 heures, est-ce que tu comptes ou pas l'exploration de nouvelles thématiques, l'apprentissage de nouvelles choses dans ces heures de travail? Par exemple, moi là, j'ai noté dans ma to-do list de apprendre à faire des miniatures YouTube avec l'IA. Je vois tout le monde le fait, j'ai pas encore pris le temps d'apprendre à le faire, je vais me bloquer un moment pour ça. Ça, pour moi, c'est pas du deep work qui rentrerait dans la journée de 4 heures. C'est plus de l'exploration que je fais pour le fun, parce que ça m'enthousiasme, parce que je sais que je vais kiffer découvrir tout ça. Comment est-ce que tu vois ça, toi? C'est évidemment compliqué parce qu'en tant que solopreneur, on est finalement les thématiques qui nous intéressent, nos intérêts sont au croisement du boulot et la limite entre le pro et le perso, elle est souvent hyper fine. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il ne faut pas être dogmatique par rapport à ça. Si tu sens que tu as un intérêt concret, que c'est pas une excuse que tu te sers pour travailler encore plus sur ce truc-là, ce serait con de le compter. De toute façon, dans tous les cas, on ne le compte pas dans le temps de deep work parce qu'on n'est pas dans un temps où on est en train d'avoir de faire de la création très créative et où on utilise notre cerveau vraiment pour produire des livrables qu'on va pouvoir servir à notre communauté, qui vont pouvoir, ce que j'appelle les tâches d'impact, c'est-à-dire les tâches qui permettent de briser le statu quo, d'enregistrer une percée et de te faire avancer vers un objectif. On est dans une tâche qui est la tâche que, à mon sens, tout être humain devrait avoir en trame de fond, qui est celle de l'apprentissage, de constamment augmenter son niveau de conscience, son niveau de compétence, son niveau de connaissance, etc., etc. Donc, pour moi, c'est tout à fait OK de dire ça ne rentre pas dans mes 4 heures, parce que c'est comme si tu étais en train d'apprendre à cuisiner, en train d'apprendre à faire de la poterie, de la guitare ou de la batterie. On ne mettrait pas ça dans les 4 heures par jour. Maintenant, évidemment, il faut raisonner, tout provient de la connaissance de soi et de cette espèce de discours qu'on peut avoir avec soi-même. Et si à un moment donné, on se rend compte que toute notre vie est organisée quand même autour du boulot, même quand on ne travaille pas, à nous de voir est-ce que ça nous va ou pas. Il faut toujours partir de soi. Il y a pas de, la productivité, elle est vachement idiosyncratique. Il n'y a pas de réponse universelle. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelles sont les composantes générales que je veux avoir toujours présentes dans ma vie? Et comment je leur accorde du temps? Si je vois qu'en fait, j'en ai que deux dans ce stade de vie, composantes que je veux avoir de présentes dans ma vie, qui sont le business et par exemple ma relation de couple. Bon ben, soit fous-toi dans un tunnel comme ça pendant 1 an, 2 ans, parce que c'est ce qui résonne avec toi à l'instant T, et ensuite, quand tu évolueras d'une façon ou d'une autre, peut-être que cette espèce de camembert, il va se répartir autrement. Et ça me permet de faire une digression sur la notion de cycle. Je sais que tu es assez fan de Danko, et on en a parlé aussi tous les deux. Danko, il intègre une notion qui est hyper intéressante, qui est la notion des cycles de progrès. Et il explique que quand on est sur un rythme de travail assez bas, ça n'a pas vocation à être tout le temps le cas dans notre cursus entrepreneurial. On passe par différentes étapes. Il y en a 4 des cycles. Il y a le cycle de perplexité où on est perdu, on ne sait pas où on va, on n'a pas de vision, on est en train de cracher. Le cycle de curiosité, ah, c'est bon, il y a un truc qui vient d'éveiller mon intérêt, qui me sort temporairement du chaos, qui suscite ma curiosité. Je me dis, wow, ça a l'air intéressant, ça, je vais creuser. À ce moment-là, généralement, on explore jour et nuit. Et une fois qu'on a exploré jour et nuit de ce cycle de curiosité, on rentre dans un cycle d'intensité. Ça y est, on a de la clarté, on a un intérêt, on a une vision renouvelée qui nous passionne. Par exemple, la transition que tu as dû vivre toi quand tu as créé ton SaaS et que tu es passé de l'infoprenariat au SaaS et que soudain, tu as été animé par une nouvelle vision, un nouveau projet. À ce moment-là, c'est OK de bosser 7 heures, 8 heures, 9 heures, mais temporairement. Généralement, dans ce cycle, on le fait jusqu'à qu'on arrive à la dernière phase du cycle, qui est le cycle de régularité, où on va systématiser tout ce qu'on a fait et on va repasser sur 4 heures par jour. Et on évolue un peu comme ça, avec des phases d'intensité dans notre vie, qui serait bête de passer à côté. Et dans le manifeste de la journée de 4 heures qui est disponible sur mon blog, j'ai une grande section qui est dédiée à ça, parce qu'on ne veut pas se tenir bêtement à 4 heures et ne pas tenir compte des cycles de nos vies. Bien évidemment qu'il y a des cycles où ça vaut le coup de bosser 7 heures, 8 heures par jour. Mais il faut avoir, encore une fois, ça en tête, le garder, le fait de se dire, si je ne mets pas une deadline à cette phase d'intensité, il y a de fortes chances que dans 10 ans, j'y sois toujours. Si dans 10 ans, j'y suis toujours et je suis fier de moi, tant mieux. Mais si dans 10 ans, j'y suis toujours et le long du chemin, j'ai enregistré une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que j'ai gagné la bataille, mais j'ai perdu la guerre parce que j'ai perdu des relations, j'ai perdu des amitiés, je me rends compte que j'ai 40 ans et que j'ai rien exploré de tout ce que je voulais explorer, etc. Là, c'est emmerdant. Donc, encore une fois, tout commence par la clarté et tout commence par la connaissance de soi. Ok. Je voulais te parler d'une méthode de productivité que j'ai moi, pour voir un peu ce que tu en penses. Moi, j'appelle ça la méthode de l'ermite. En gros,
La plupart du temps, je vais travailler en mode rythme de croisière, c'est-à-dire avec une intensité modérée qui me convient. Voilà. Mais de temps en temps, je vais me prendre en général une semaine à 10 jours. Je vais aller m'isoler tout seul dans un pays, dans une ville où je connais personne. J'aime bien par exemple Kuala Lumpur en Malaisie pour ça. C'est une grande ville business avec des tours énormes. Et je vais me fixer un objectif. Et là, pour le coup, c'est pas la journée de 4 heures, c'est plus la journée de 12 heures. Tu vois. En fait, je vais massacrer cet objectif sur une période de temps extrêmement réduite, donc une semaine, un sprint très intense. Et en fait, j'arrive parfois à atteindre des niveaux de productivité complètement dingues comme ça. Et comme ça ne s'éternise pas trop, je trouve que ce n'est pas malsain. C'est pas toxique parce que c'est un sprint. C'est pas comme si tu voulais courir comme Usain Bolt pendant des kilomètres, c'est pas possible. Mais si tu fais juste un 100 mètres, ce 100 mètres peut être extrêmement productif et tu rentres chez toi en ayant fait un bond en avant. Je sais pas si tu as déjà expérimenté ça, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que, alors, expérimenter avec l'intensité que tu décris, non, mais j'en pense que c'est, à mon sens, une bonne chose. Tu l'as très bien dit, tant que l'intensité est régulée par la deadline et la date de fin, et tant qu'elle ne s'étire pas dans le temps, il n'y a pas de problème. Il y a un concept qui est très présent dans la littérature américaine qui s'appelle travailler en micro-burst, en explosion d'énergie. Et donc, c'est un modèle qui est assez documenté. Naval Ravikant, il dit en fait notre rythme ne devrait pas ressembler à celui d'une vache, mais à celui d'un lion. C'est-à-dire qu'une vache, il explique qu'elle reste toute la journée à manger un peu dans son pré, et elle fait un peu toujours la même chose sur des longues plages horaires. Le lion, il va verrouiller sa cible, chasser, se reposer, réévaluer la situation et recommencer. Et c'est cette espèce d'enchaînement de sprint qu'on veut avoir dans notre vie. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on veut éviter d'être dans la zone grise, où on est toujours un peu en train de travailler, un peu pas en train de travailler, mais alterner des vacances où on se démonte et pas des vacances, pardon, des périodes où on se démonte et des vacances pour récupérer par la suite, c'est pas quelque chose qui est grave, c'est quelque chose qui est très bien. Et tu peux le voir d'ailleurs, il y a des niveaux de productivité et de connexion qu'on peut avoir pendant ces semaines-là qu'on ne peut pas avoir à d'autres moments. Parce que quand on se dédie une semaine à un seul livrable et que tout notre cerveau, toutes nos ressources sont dédiées à la création de ce livrable-là, on a un niveau de sérendipité et un niveau d'effervescence mentale et cognitive qui est inégalable quand on se prend 4 heures par jour pour travailler. Donc c'est OK, tout est OK, tant que ça reste temporaire et que ça ne nous fait pas perdre de vue notre cap existentiel. Ok. Avant de passer à la suite, juste un dernier truc sur la journée de 4 heures. Je voulais faire un parallèle avec une petite histoire que j'ai lue dans le livre Effortless de Greg McKeown, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si tu as lu ce livre. Ouais, je l'ai lu. En, en gros, c'est l'histoire de la course au pôle Sud entre le Norvégien Amundsen et l'Américain Scott. Et en gros, l'Américain, il est mort, toute son équipe est morte gelée, parce que leur stratégie pour atteindre le pôle Sud, c'était d'aller le plus vite possible. Dès qu'il y avait la météo favorable, ils faisaient une journée où ils allaient aller le plus loin possible, ils allaient profiter du temps. Alors que le Norvégien, qui lui est arrivé jusqu'au pôle Sud et est rentré sain et sauf chez lui avec ses hommes, sa stratégie, c'était d'avancer seulement de 20 km par jour, que ce soit un temps de blizzard ou que ce soit un temps ensoleillé. Et même les jours ensoleillés où on aurait pu se dire, bah là, tu peux faire 30, 40 km par jour, il n'y a pas de souci. En fait, non, il se forçait, exactement comme toi avec la journée de 4 heures, c'est pour ça que je trouve que le parallèle est assez intéressant, il se forçait, il se disciplinait pour garder un rythme constant. Et sur la durée, ça permettait de garder le moral, ça permettait de ne pas se fatiguer dans un rythme irrégulier. Et j'ai trouvé cette parabole assez intéressante et ça expliquait bien ce concept de se discipliner pour ne pas en faire trop parce que ce que tu veux, c'est viser long terme. Alors qu'à court terme, oui, peut-être que c'est plus efficace, mais bon, c'est pas toujours mieux comme ça. 100%, ça me fait penser, c'est ce que j'avais en tête tout à l'heure quand tu parlais de la difficulté de te contenir à 4 heures. Je crois que c'est Cal Newport qui a ce modèle, mais je ne sais plus si c'est pas Greg McKeown au final, un des deux qui explique ne fais rien aujourd'hui dont tu ne peux pas récupérer demain. Et en fait, c'est un peu cette idée-là de la décennie, ce que je dis tout le temps dans la tribu des starters, la décennie et la nouvelle année. Et je le disais déjà il y a 5 ans, et c'est d'autant plus valable aujourd'hui à l'ère de l'IA, parce que c'est terminé. L'effort brut, encore moins qu'avant, nous permettra d'avoir une légitimité ou une pertinence quelconque sur le marché. C'est terminé. Maintenant, ce qui va faire que tu te détaches du lot, c'est la profondeur de la qualité de ta pensée. Et donc, on rentre dans l'ère du minimalisme à fond, parce que ça va être cette capacité à faire peu de choses, mais très bien. Et ça commence par se fixer, on en parlait il y a quelques minutes, des limites libératrices. La journée de 4 heures est une limite libératrice, et de se dire, évidemment que moi, à la fin de ma journée de 4 heures, je suis en mode, putain, j'ai le cerveau en effervescence, je travaille sur des projets qui me passionnent, je me dis, j'ai 4 heures devant moi, j'ai envie de continuer, et je me dis, non, raisonne-toi, et c'est très bien que tu as envie de continuer, parce que du coup, tu vas être impatient,
Et demain, tu vas rattaquer direct, encore avec cette énergie, plutôt que d'aller t'essorer 3 heures de plus et le lendemain être un peu moins performant, etc. Mais ça demande, c'est loin d'être facile et tu l'as très bien illustré, ça demande une autodiscipline qui n'est pas forcément intuitive et sur laquelle il faut revenir par itération jusqu'à qu'on y arrive. Stop, je t'arrête 30 secondes. Le drame, quand tu écoutes des podcasts, c'est que tu entends parler d'un outil génial, un livre captivant, un hack incroyable ou même une citation qui te retourne le cerveau, mais t'as la flemme de sortir ton téléphone pour noter. Et à la fin de l'épisode, c'est trop tard, t'as déjà oublié. Donc pour t'éviter de passer à côté de la mine d'or d'informations partagées par les invités du podcast, j'ai tout rassemblé dans une fiche pépite qui sera mise à jour à chaque nouvel épisode. Tu peux la recevoir tout de suite, c'est gratuit, le lien est dans la description. On va parler un peu de l'email quotidien. Alors, moi, à la base, l'email quotidien, c'est une stratégie que j'ai appliquée. Pendant quasiment 1 an, j'ai fait email quotidien, alors pas absolument tous les jours, mais presque. Il y avait eu un peu un effet de mode. Je crois qu'à la base, c'était Grégory Lagrange qui faisait ça, mais un peu dans l'ombre. Et puis, tu as Antoine BM qui avait repris le truc. Et moi, j'avais vu ça, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas tester? C'était vers 2019. Et je me suis dit, bon, c'est quand même une stratégie très intense. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Toi, j'ai l'impression que tu fais partie des derniers survivants. Je ne savais même pas qu'il y avait encore des gens qui sont encore sur cette stratégie. Moi, le problème auquel j'avais été confronté, c'est que tu as quand même une difficulté pour l'acquisition. Faire rentrer des gens sur ta liste quand ton énergie au quotidien est concentrée sur envoyer des mails. Parce que les mails, ce n'est pas du contenu d'acquisition, c'est plus fidélisation et vente. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta stratégie? Pourquoi avoir fait ça pendant 5 ans? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu as changé? Alors ouais, j'ai changé récemment, il y a 6 mois, je suis passé sur du tri hebdomadaire, donc j'en envoie un le lundi, mercredi et vendredi maintenant. C'est déjà pas mal. Je suis passé sur du tri. En fait, moi, je suis assez fan de la technique de sondage de son audience. Et du coup, j'ai sondé mon audience pour leur demander ce qu'ils voulaient à ce stade-là. Et on a eu une petite majorité qui s'est mise en place autour du tri hebdomadaire. Ce qui veut dire que c'est pas exclu que je retourne dans le quotidien à tout moment lors du prochain sondage si jamais la tribu vote pour qu'on repasse sur du quotidien. Moi, j'ai choisi ce rythme à la base parce que je trouve que c'est un rythme qui est inégalable sur plusieurs points. Le premier point, c'est la courbe d'apprentissage à laquelle ça te force. Parce que pouvoir produire un email par jour quand tu débutes sur ton expertise, que tu commences à créer une communauté, ça demande de mettre l'accent sur l'apprentissage comme jamais, parce qu'il faut trouver des trucs à dire. Donc, ça te force à travailler ta compétence déjà de ta thématique, mais aussi la compétence d'écriture, de copywriting qui m'a été hyper utile tout au long de ma carrière de solopreneur et encore aujourd'hui. Deuxièmement, il y a un niveau inégalable de connexion que tu crées avec ton audience. Moi, je rigole toujours là-dessus, mais aujourd'hui, dans mon cercle de proches, il y a 6 personnes qui m'ont découvert via la tribu des starters et qui sont aujourd'hui des potes de proches, c'est-à-dire qui ont rencontré mes parents avec qui je pars en vacances chaque année. Donc, c'est dire le niveau de connexion. Déjà, tu filtres en fait. En gros, tu filtres, tu projettes tellement tes valeurs H24 sur la toile que les gens qui décident de rester, c'est des gens qui résonnent avec toi à un niveau essentiel. Ce qui fait que quand tu les rencontres dans la vraie vie par la suite, ben forcément, il y a une connexion qui se fait directement. Donc déjà, niveau de connexion hors proche, c'est du plus, mais connexion avec ton audience, je trouve que c'est inégalable. Principe de réciprocité, on a une audience qui est tellement redevable, c'est adorable de voir tous les emails que je reçois, de gens qui prennent la peine de m'écrire, les gens veulent faire des choses pour moi, ils veulent faire du bouche à oreille, ils veulent faire plein de trucs parce qu'ils sont en mode c'est fou tout ce que tu donnes en gratuit. Donc je trouve qu'au niveau existentiel, il y a quelque chose qui te remplit. Bien évidemment maintenant, ça vient avec des avantages. Le premier étant que ça prend un volume de temps conséquent, surtout quand tu es dans la journée de 4 heures, parce que ça prend à peu près 1 heure par jour. Alors évidemment, tu peux toujours réduire. Au fur et à mesure que tu pratiques cette compétence, il y a un moment où je suis arrivé à créer des vagues en 1 demi-heure. Surtout que quand tu fais... ma newsletter s'appelle La Vague, donc j'ai tendance à appeler ça des vagues. Quand je dis une vague, c'est une newsletter, hein, si jamais ma langue fourche. Mais j'ai tendance à créer des newsletters qui sont moins tout le temps profondes quand je faisais 1 fois par jour, que quand je fais 3 fois par semaine. Quand je fais 3 fois par semaine, il y en a toujours une par semaine qui va être très dense, alors que quand je le faisais 5 fois par semaine, je ne pouvais pas envoyer des pavés tous les jours, c'était imbuvable et ça me prenait trop de temps. Donc, j'arrivais à pondre des vagues, des newsletters en 1 demi-heure à certains moments. Mais c'est quand même un volume conséquent et surtout, ça donne l'occasion à un taux de désabonnement qui va être aussi plus grand que quand on envoie un email par semaine, parce que les gens, au début, ils rentrent malgré le fait que tu les avertis sur la landing page et ils se disent « What the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» J'ouvre ma boîte mail et je vois Sofiane. Il y a des gens qui sont et qui finissent par partir. Donc, il y a aussi un taux de désabonnement qu'il va falloir compenser avec une certaine acquisition. Et tu manques de temps pour faire cette acquisition. Donc, il y a plein de techniques à utiliser. Le modèle de la création de contenu en cascade, c'est mon favori, c'est celui que j'utilise à l'heure actuelle. C'est celui que j'ai déjà utilisé à l'époque quand j'ai lancé mon podcast. Ce que j'ai fait, c'est que je prenais des anciennes newsletters
et tout simplement, elle me servait de trame pour faire un épisode de podcast par semaine. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, j'avais 5 newsletters plus un podcast par semaine. Et le podcast se basait sur une ancienne newsletter qui avait été envoyée il y a 2 ans, 3 ans, dont les gens ne se souvenaient certainement pas. Et je renourrissais cette newsletter de ce que j'avais appris entre-temps pour la remettre au goût du jour et ça faisait un épisode de podcast. J'en ai sorti 150 comme ça. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que les anciennes vagues, les anciennes newsletters servent de base à mes vidéos YouTube, puisque je suis sur YouTube depuis 6 mois. Et une fois que j'ai pondu ma vidéo YouTube, j'extrais l'audio pour l'envoyer j'extrais même plus l'audio maintenant parce que les plateformes de podcast permettent de mettre directement la vidéo. Et du coup, je crée à partir de ce que je crée uniquement pour la fidélisation, on sort un format que je crée pour l'acquisition. De ces vidéos YouTube, j'ai un logiciel IA qui m'extrait des shorts. Donc, j'ai un shorts par semaine qui se partage sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et de cette façon-là, à partir de mon contenu source, j'en extrais du contenu d'acquisition. Alors évidemment, ce contenu d'acquisition ne sera jamais aussi pertinent qu'un contenu pensé pour l'acquisition. Et c'est le gros challenge de la tribu des starters aujourd'hui, c'est de maintenir cette acquisition et d'abord d'enregistrer une dynamique de croissance pour équilibrer les gens qui sortent et les gens qui rentrent. Donc c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Et je dirais que c'est le point noir, le gros point noir en fait de ce modèle. Mais ceci étant dit, et je termine là-dessus, je pense que c'est un point noir qui n'est pas uniquement lié à la newsletter quotidienne, mais qui est un mélange de newsletter quotidienne et de ma propre psychologie. J'ai toujours été plutôt bon pour, si tu me donnes 1 heure pour m'exprimer, ou 1 heure et demie comme ici pour m'exprimer sur un sujet, tu peux le voir, je vais me foutre des tunnels tout seul de 20 minutes, il faut que je me coupe. Par contre, si tu me demandes d'être pertinent sur une vidéo de 1 minute ou sur un tweet, je suis nul à chier. Mais alors nul à chier, je suis incapable d'être bon là-dessus. Et donc, je pense que le mix des deux crée cette difficulté-là. Ok. Est-ce que tu penses que ça aurait fonctionné si sur ces 1500 emails que tu as envoyés en 5 ans, tu avais tout reposté sur LinkedIn, Facebook, Twitter peut-être, sur les plateformes où le texte fonctionne bien? Est-ce que tu penses que ça aurait pu fonctionner? C'est-à-dire le reformater quand même pour ces plateformes-là ou reposter tel quel? En fait, moi, il y a un moment donné où ma newsletter, je la copiais-collais, tout simplement, sur LinkedIn, sur X, et Twitter, sur Facebook aussi. Sur Twitter et LinkedIn, ça fonctionnait plutôt bien. Évidemment, c'est toujours 20-80, mais tu avais des posts qui vraiment marchaient bien. Alors, des fois, je rajoutais une petite image, un truc comme ça, mais le texte restait le même. C'est juste que à la fin, je changeais la dernière ligne, je mettais un appel à l'action pour rejoindre la newsletter. Et donc, la newsletter était repostée, donc en pur copier-coller presque sur les réseaux, et elle s'auto-alimentait par l'appel à l'action que je rajoutais à la fin des posts. Et ça, j'ai pas poussé ça suffisamment loin peut-être, j'ai fait ça pendant plusieurs mois, mais ça m'a quand même rapporté pas mal d'inscrits. Et donc cette stratégie, je pense, est assez viable. Après, ça va dépendre peut-être du type de newsletter que tu fais. Moi, c'était des emails où je prenais une grande idée, un exemple, peut-être une punchline ou un conseil à la fin pour appliquer la théorie, mais quelque chose d'assez simple dans la structure. Et ça fonctionnait plutôt bien, avec un hook évidemment au début. Moi, ma newsletter en fait ne rentrait pas et ne rentre pas dans la limite des caractères sur ces plateformes-là. Donc déjà, ça posait problème à ce niveau-là, ça m'obligeait de les reformater. Le deuxième problème que j'ai eu, c'est que les principaux retours qu'on m'a fait de la part de proches et de confrères avec qui j'ai pu travailler sur ce challenge d'être bon en top of funnel sur les réseaux sociaux, c'est qu'on m'a toujours dit le problème de ton contenu, c'est qu'il est trop poussé et qu'il n'est pas du tout pensé pour les plateformes top of funnel. Ce qui se passe, c'est que si tu envoies du contenu que tu as pensé pour ton mid-funnel en top of funnel, en fait, les gens, ils ne te connaissent pas encore assez pour s'intéresser à ça et pour t'accorder autant d'attention. Moi, j'aime bien, c'est George Ma qui dit, c'est pas la période comment il appelle ça, c'est pas la période d'attention qui est en train de se réduire, c'est la période de considération. C'est-à-dire que le nombre de secondes que les gens sont prêts à te fournir maintenant avant de jauger est-ce qu'ils veulent t'écouter ou pas, il est minime. Tu dois convaincre les gens aujourd'hui en 6-7 secondes que tu es pertinent et que ça vaut le coup qu'ils t'accordent leur attention. Donc, c'est de plus en plus réduit. Et du coup, là où je pense que toi, tu as des résultats, c'est que comme je te disais pendant le call, je pense que toi, tu as aujourd'hui une carte joker qui fait que tu as fait partie des premiers, tu as une grosse communauté qui était autour de toi et tu as gagné le droit aujourd'hui de pouvoir produire à peu près n'importe quoi et ta communauté, ça va les intéresser parce que tu es une figure connue sur le sujet. Moi, j'ai toujours été avec une communauté dans l'ombre, une communauté qui est assez cachée dans l'écosystème français, de gens hyper engagés et qui ont des très beaux résultats, mais qui restent une communauté assez élite, bastion entre nous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je dois balancer les contenus que je crée pour des gens aussi engagés sur les réseaux sociaux, les gens, ils déconnectent de suite. En fait, le message qu'ils disent en sous-texte, c'est « t'es qui ?
pour que je me tape 10 minutes à lire ce que tu es en train de me servir, tu vois. Et donc, je dois constamment faire un effort de reformatage et de vulgarisation pour adapter mon message. Maintenant, dans l'absolu, est-ce que si les plateformes avaient permis tant de caractères, si j'avais essayé, ça aurait marché ou pas? Ça, il faut faire gaffe de ne pas tomber dans le biais de rétrospective. Hein. Ce n'est pas parce que je pense que ça n'a pas marché que ça n'aurait pas marché. Je ne peux pas trop te le dire, mais c'est un peu les 2-3 variables que j'ai en tête pour répondre à ta question. Ok. Ok, super intéressant. Par rapport à cette stratégie de email quotidien, moi, il y avait aussi un problème. Alors, il y avait 2 autres problèmes auxquels j'avais été confronté. Je vais te dire le premier d'abord, c'est les fluctuations dans la créativité. Il y avait des jours où j'avais une super idée, je la développais, ça sortait tout seul. Et il y avait des jours où vraiment, je me creusais la tête pour trouver des idées, mais tout ce qui sortait était nul, j'aimais pas. J'envoyais quand même quelque chose, mais j'en étais pas forcément content. Alors, peut-être dans ces jours-là, la stratégie intelligente, c'est de reprendre un contenu que tu as déjà envoyé peut-être il y a 6 mois, de le reformater un petit peu et puis de l'envoyer. Comment est-ce que toi tu gères? Parce que moi, je considère vraiment que la créativité, c'est une énergie sauvage que tu peux pas dresser comme ça. Tu peux pas décider avec une équation, tiens, faire en sorte que tous les jours ta créativité soit stable. Il y aura des périodes où tu seras très créatif, où elle sera en ébullition, où les idées vont jaillir de ton subconscient de nulle part. Et il y aura d'autres périodes où ce sera plus dur et ça peut durer des semaines comme ça. Comment est-ce que tu gères ces périodes, on va dire, de sécheresse créative où c'est beaucoup plus dur de trouver des bonnes idées parce que tu vas pas non plus réutiliser des vieux trucs tous les jours? Alors ouais, c'est intéressant comme point de débat. Il y a évidemment la technique de renvoyer une ancienne newsletter. Hein. C'est une technique qui marche à chaque fois. La plupart du temps, même les gens qui te suivent le plus, ils s'en rendent pas compte parce que tu leur envoies tellement. Quand tu es sur du contenu quotidien, si tu renvoies un contenu que tu as envoyé il y a 6 mois, tu fais 6 fois 5 fois 4. Donc tu fais 6 fois 20. Tu as envoyé du coup 120 newsletters entre-temps. Tu renvoies celle que tu as envoyée il y a 6 mois, plus personne ne s'en souvient. Donc il y a en effet ce joker-là qui peut être utilisé. Moi, je pense que ce qui a fonctionné pour moi, je peux que dire ce qui a fonctionné pour moi, c'est que j'ai une double dynamique qui a toujours été présente dans toutes les étapes de la construction de la tribu des starters et qui a été fuel par cette passion qui me consume pour les sujets que je traite. La première, c'est une dynamique d'apprentissage et la deuxième, c'est une dynamique de prise de notes. J'ai toujours été, depuis les 5 dernières années, au moins 1 heure par jour avec des podcasts hyper longs, le type de podcast de 4h52, de talk show américain, de mecs vraiment beaucoup plus loin que moi dans toutes les thématiques que je traite. Et couplé à ça, j'ai toujours eu un système que j'appelle du coup ma Mind Galaxy qui est sur Obsidian. Je sais que toi, tu as aussi tâté ce genre de système par le passé, qui me permettait pas d'être en écoute passive, mais en constante collection des espèces de petites étoiles, des petites pépites, des petits atomes de pensée qu'avaient ces gens-là. Et du coup, je me suis très vite retrouvé plutôt dans la situation où j'avais beaucoup trop de sujets qui me passionnaient, desquels je voulais parler, plutôt qu'en panne créative. Et les moments où vraiment je me disais, ce matin, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvrais ma Mind Galaxy, ça avait donné le nom d'un format d'ailleurs, dans la vague, je ne me rappelle plus exactement comment je l'avais appelé, mais j'ai expliqué dans l'introduction qu'aujourd'hui, je ne savais pas de quoi parler. Donc, j'ouvrais ma Mind Galaxy, donc mon logiciel de gestion de ma connaissance, j'appuyais sur commande R pour ouvrir une note en aléatoire, et le concept qu'allait figurer, j'allais parler de ça. Et à chaque fois, je pouvais appuyer quoi, 2-3 fois max, et je tombais sur des concepts qui me fascinaient et desquels il fallait absolument que je parle. Donc, cette double dynamique de constamment avoir toujours peut-être même minimum 10-20 minutes d'avoir bien sélectionné évidemment tes sources d'apprentissage en amont et avoir 10-20 minutes de ces sources-là tous les jours, couplé à un système un peu efficace de prise de notes, c'est pas obligé d'être aussi poussé qu'une Mind Galaxy, je pense que ça entraîne notre créativité, ça nous entraîne à croiser les concepts, à trouver des idées et à déclencher tout ça. Maintenant, évidemment, comme tu le dis, je te rejoins, tu n'atteindras jamais le God Mode où tu claques des doigts et tu es hyper créatif, mais tu n'as pas forcément besoin d'être hyper créatif quand tu joues avec la créativité des autres. Tu peux croiser des concepts, tout simplement dire, j'ai découvert ça cette semaine, j'ai trouvé ça hyper intéressant, voilà pourquoi je trouve ça intéressant, voilà pourquoi ça peut te servir, voilà, bonne journée, à demain, quoi. Ouais. En tout cas, je valide la technique d'avoir ton Obsidian et d'avoir le raccourci clavier, toi c'est commande R, pour ouvrir une note aléatoire. En fait, quand tu as plein de petites notes comme ça te permet d'en faire remonter, mais de manière complètement random, des C'est notes ouf. qui seraient restées enfouies normalement. Et c'est tout con, hein, c'est juste ouvrir une note aléatoire dans mon Obsidian, dans mon outil de notes. Et ouais, c'est ça, je l'avais fait pas mal de fois, et c'est vrai que ça te donne des idées. Tu es là, oh putain, ce truc-là, j'avais complètement oublié, j'avais lu ça dans un livre il y a 6 mois, et en fait, ça te revient, et d'un coup, ça illumine ta créativité, et tu te dis, ah ouais, ça, j'en parlerai bien. C'est trop bien, Et c'est trop bien. un dernier truc par rapport au mailing quotidien, après on parlera d'autre chose, mais comment est-ce que tu concilies les emails que tu envoies sur une base quotidienne, donc
où tu parles d'idées, tu expliques des choses, etc., plutôt pédagogiques, avec les lancements. Quand tu lances un nouveau produit, par exemple, sur une semaine, je ne sais pas comment après toi tu procèdes. Moi, quand je faisais des lancements, quand j'en fais, c'est souvent un email par jour pendant une semaine ou 5 jours. Et là, je vais mettre en avant le produit et ça va être moins, on va dire, ça va être plus axé vente que axé délivrer du contenu et de la valeur. Et ça peut paraître bizarre, je trouve, quand une semaine c'est lancement, une semaine c'est contenu, valeur pédagogique, puis on reprend un lancement, puis c'est valeur pédagogique, les gens peuvent être un peu perdus. Comment est-ce que toi tu concilies ça? Alors moi, paradoxalement, j'ai eu le challenge dont tu parles quand j'ai quitté le mailing quotidien plutôt que quand j'étais dans le mailing quotidien. Ok. Quand j'étais dans le mailing quotidien, mon parti pris était de dire les gens reçoivent déjà un email par jour. Donc du coup, déjà, ça va pas changer leur rythme. Et je pense tous mes emails comme des emails où les starters, donc de la tribu des starters, peuvent en tirer des choses actionnables à la fin qui décident ou pas de prendre le programme de formation. Donc, j'ai toujours construit mes lancements autour d'une espèce d'arc narratif. Encore le dernier que j'ai fait en date qui s'appelle Daemon autour du journaling. Les gens m'ont écrit comme quoi c'était hyper intéressant. En fait, j'ai construit la chose en mode lundi, mardi, mercredi. C'est de la prise de hauteur. En fait, vraiment, on part d'une philosophie de vie jusqu'au programme dont les portes n'étaient ouvertes que le vendredi. Donc, du lundi au vendredi, on ne pouvait pas rentrer dans le programme. Ce qui faisait que du lundi au vendredi, je posais un cadre de pourquoi je pense que cette pratique-là est importante, quelles sont les limites à l'heure actuelle mises en avant par les neurosciences, quels sont les espèces de virages qu'on peut prendre qui permettent de contrebalancer ces énigmes, ces limites à l'heure actuelle, comment on peut construire une pratique qui dure, pourquoi si tu as déjà essayé auparavant, ça ne durait pas et ça ne fonctionnait pas. Et du coup, les gens, ils arrivent le vendredi où je propose le produit, mais ils sont vraiment en mode, si je prends pas le produit, je peux déjà tester par moi-même de mettre en place cette solution parce que Sofiane me l'a donné. Contrairement à toutes les attentes qu'on pourrait avoir et toutes les craintes par rapport au fait de se dire, mais si je donne la solution, ils vont pas rentrer, ça n'arrive jamais, ça a été un de mes meilleurs lancements de tous les temps et ça a fonctionné avec cette dynamique-là. Donc, cette double dynamique de ils reçoivent déjà un email par jour et dans tous les cas, je livre de la valeur, ça faisait que ça ne m'inquiétait pas. Maintenant, quand je suis passé sur le modèle tri-hebdomadaire, je me suis dit merde, on va passer de semaines où ils en ont 3 à des semaines où ils en ont 5. Et est-ce que finalement, ils vont pas se dire, ouais, enfin, c'est même pas 5, c'est 7. Et ils vont pas se dire, ouais, il y en a trop et c'est ingérable. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que toutes mes séquences, du premier jusqu'au dernier mail, il y a un bouton, tu cliques, ça te sort de la séquence, tout simplement. Donc, si tu ne veux pas, j'explique en haut, cette semaine, je vais parler de tel sujet, je vais t'apprendre à faire ça. À la fin, je te propose un programme. Si ça ne t'intéresse pas et que tu veux prendre une pause sur la bague, tu appuies ici et tu seras automatiquement réintégré le lundi d'après. Et donc, tous ceux qui ne sont pas intéressés, ils partent. J'ai eu un peu d'appréhension au début en faisant ça, en me disant mince, mais du coup, peut-être que les gens, ils vont pas être intéressés, ils vont sortir en masse, etc. Enfin, le truc que tu te dis. Écoute, j'ai dû avoir un pourcentage, mais alors, mais ridicule. Je ne sais pas, ça se compte en même pas une dizaine de personnes qui ont choisi de sortir de la séquence. Donc en fait, les gens sont intéressés par ce qu'ils vont découvrir, et si ce qu'ils vont découvrir règle un problème à l'instant T, ils seront intéressés pour prendre ton produit. Tu utilises beaucoup l'IA pour écrire? Notamment tes emails, tu les rédiges avec l'IA ou est-ce que c'est un pourcentage l'IA, un pourcentage toi? Comment tu fais? Est-ce que tu as gagné J'utilise en productivité depuis qu'il y a l'IA aussi? J'ai gagné en productivité terrible depuis qu'IA, parce que l'IA a été insérée dans quasiment toutes les fonctions de mon business à différents niveaux. Par contre, moi, je suis très partisan du ne donne pas à l'IA la compétence que tu veux garder à travers les décennies. Et moi, la capacité d'écrire et de connecter avec mon audience, c'est quelque chose sur lequel je veux jamais m'asseoir. Donc l'IA dans mes processus d'écriture, de par ma philosophie, ça n'a pas de place aujourd'hui. Donc je n'utilise pas l'IA pour mes process d'écriture. Par contre, je vais utiliser l'IA, par exemple, pour faire tout ce que je déteste et qui sont des compétences que j'ai peut-être développées par le passé, mais qui me sortent par les yeux aujourd'hui. Typiquement, écrire une page de vente ou écrire une séquence mail. Et quand je dis écrire, tu vas peut-être me dire, mais tu viens de me dire que tu l'utilisais pas pour écrire. Je l'utilise pas pour écrire, j'utilise pour créer l'outline de, OK, je veux faire une séquence de cet email pour le lancement de mon produit. Voici le contenu de mon produit. Voici les modèles que j'ai l'habitude de respecter habituellement. Crée-moi un séquençage logique de cet email du lundi au dimanche qui va me permettre d'avoir un arc narratif intéressant tout au long. Et une fois qu'il m'a fait ça, je rédige le mail. Peut-être que je vais l'utiliser en disant, OK, il y a des PS qui fonctionnent, quel genre de PS tu pourrais me suggérer au vu de tout le contenu que tu as? Il va me dire, ah là, tu as dit un truc intéressant, tu pourrais le mettre dans le PS là, blablabla. OK, c'est bon, c'est fini. Et page de vente, pareil. Il va me faire l'outline, il va me dire ici, c'est intéressant de parler de ce truc que tu as déjà parlé là, etc., etc. Et à la fin, je rédige. Mon optique avec l'IA, c'est de déléguer toutes les tâches qui me font chier et qui ne font pas partie de ma palette de créateurs, c'est-à-dire des compétences qui m'intéressent et que je veux garder au fil des décennies. Tout le reste, je le garde. Tu as dit aussi que tu utilisais l'IA dans ton développement personnel.
On change un peu de sujet, mais ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors déjà, je l'utilise. J'ai construit ce que j'appelle un système d'introspection avancé. Ouais. Donc, c'est peut-être un peu poussé pour l'audience qui va écouter. Et puis, il y a des gens qui vont se dire, ah ben, c'est exactement ce qu'il me faut. Tout le travail a visé à décomposer on va dire, les entités cognitives de la croissance personnelle d'un être humain. Donc, moi, je suis assez fan de tout ce que j'appelle le domaine de l'ingénierie de la conscience. Donc, j'ai été très vite fasciné par ce qu'on appelle l'actualisation de notre tunnel de réalité. Robert Anton Wilson, il parle du tunnel de réalité dans un de ses livres qui est hyper intéressant. Et il t'explique qu'en fait, l'univers, mais ce que tu veux comme terme dessus, on va pas rentrer dans des délires d'incantation de druides, tout nu dans le jardin et tout ça, mais en gros, la vie te projette des particules devant toi, et en gros, en fonction de ce qu'il appelle ton tunnel de réalité, tu vas accepter certaines particules, rejeter d'autres particules, et il y a d'autres particules qui vont passer à côté. Et ce tunnel de réalité, il va devenir ta réalité, ce que toi tu considères comme vrai. Donc notre tunnel de réalité, c'est notre paradigme de décodage du réel. C'est nos préconceptions sur le monde, nos croyances, ce qu'on considère comme vrai, notre philosophie, etc. Et qui nous empêche, à tout moment, si on reste scellé là-dessus, de voir qu'il existe d'autres tunnels de réalité à côté, et des gens qui ont tout aussi raison que nous. C'est juste qu'ils ont des croyances, des conceptions sur le monde qui sont différentes. Ok. Robert Anton Wilson, il explique que la clé du bonheur, et ce qui condamne les gens au malheur, c'est l'incapacité de mettre à jour leur tunnel de réalité. Au bout d'un moment, dans ta vie, tu évolues tout au long de ta vie, tes niveaux de conscience, tes niveaux de connaissance, et donc tu te dois d'actualiser, d'élargir ou de changer de direction ton tunnel de réalité pour qu'il reflète plus qui tu es à l'instant T. Le problème, c'est que l'être humain, il déteste ça, il n'a pas du tout envie de le faire. Le changement est quelque chose de terriblement dur et difficile pour le cerveau humain, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, donc on va se mettre des biais de confirmation, des œillères, et plus on grandit, plus on vieillit, plus on va refuser la réalité des autres, et on va se concentrer sur ce que nous on considère comme acquis. Tout le boulot de l'ingénierie de la conscience, c'est de décomposer toutes ces entités de notre tunnel de réalité et de les faire évoluer. Pour ça, ce que je fais, c'est que j'ai un logiciel où je log au quotidien tout un tas d'entités cognitives. Donc je vais loguer des moments qui me sont chers dans mon quotidien, des victoires, des échecs, des fausses croyances qui viennent d'être démontées sur ce que je considère vrai dans ma vie. Qu'est-ce que je vais oublier? Je vais te le sortir, il va être devant moi, ça va être beaucoup plus simple d'aller le chercher. Je vais également aller chercher des entités cognitives comme des preuves. Donc, quand je reçois du feedback personnel ou professionnel qui sont une preuve de l'identité que j'aimerais avoir et qui me montrent que j'ai déjà cette identité, mais que je n'arrive pas à le voir, je vais le loguer. Je vais avoir également les inquiétudes, les choses qui m'inquiètent, pour vérifier à 6 mois est-ce que j'avais raison de m'inquiéter ou pas, ou est-ce qu'il y a toujours les mêmes patterns qui émergent, et également des entrées de journal et des insights que je peux avoir sur ma vie. Tout ça est logué dans mon système d'introspection avancé. Quand je le log, j'écris des mots sur ce que je ressens, etc. Et ensuite, je vais faire intervenir l'IA à échelon mensuel pour lui dire analyse toutes les entrées de ce mois et fais émerger les patterns qui pourraient me limiter, mes fondations du monde qui sont en train de changer, des choses auxquelles je refuse de me confronter, des patterns qui reviennent toujours dans mes relations et qui me conduisent toujours au même endroit, ou dans le professionnel, des choses pour lesquelles j'ai une quantité de preuves maintenant, il faut que j'ouvre les yeux parce que je ne peux pas passer ma vie à penser que ça n'est pas vrai alors que tous les jours je le vois, etc. etc. Et du coup, l'IA à ce moment-là, elle vient régler un problème que j'avais jusqu'ici dans ma quête de croissance personnelle, qui était le problème du computing de toutes ces données. Parce que le premier challenge de l'introspection, c'est d'avoir le contact avec soi-même pour conscientiser ses entrées et les noter. Mais le deuxième challenge, c'est que quand tu finis avec une chier d'entrées comme ça, comment tu veux faire émerger les patterns à partir de ça? C'est hyper difficile. Plus maintenant grâce à l'IA. Donc j'utilise beaucoup l'IA pour faire émerger tout ça dans ma vie et essayer d'arrêter de me prendre tout le temps les mêmes murs et être dans une dynamique de croissance qui est beaucoup plus proactive. Ça, c'est une des façons dont j'utilise l'IA. Super intéressant. Moi, là, je fais quelque chose de similaire. Ce que j'ai commencé à faire en début d'année 2025, c'est chaque mois, je vais prendre un document texte et je vais écrire toutes mes problématiques, toutes les choses qui cogitent dans ma tête, problématiques business, peut-être perso. Bon, j'évite quand même de donner des trucs trop perso à l'IA pour des questions de confidentialité, mais ça permet de chaque mois me sortir un document avec du contexte sur ma situation, sur la manière dont je réfléchis, sur toutes ces choses-là. Et toi, tu ne vois pas, quand tu es la tête dans le guidon au quotidien, les schémas inconscients qui dirigent en fait ta vie. Mais quand tu donnes un grand nombre de documents comme ça, de pensées, de réflexions, on voit en fait se dessiner des schémas répétitifs, ton mindset qui se consolide. Et en fait, l'IA peut vraiment là, te donner des insights, une précision assez incroyable.
Et moi, c'est pareil que toi. Ça a complètement changé ma manière de m'auto-analyser en termes d'introspection. C'est un outil complètement dingue. Avant, il fallait avoir un coach qui te suit, qui peut te... Parce qu'en fait, nous, les humains, on est très forts pour se mentir à nous-mêmes, pour nous raconter des histoires très convaincantes, hein, souvent. Mais moi, par exemple, une de ces histoires que je me racontais pendant longtemps, c'est que j'avais besoin du système parfait avant de commencer à passer à l'action. Ce qui était une fuite, en réalité, d'un inconfort émotionnel à me confronter au réel. Je me réfugiais dans l'élaboration de systèmes complexes. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome de l'architecte, où je passais des semaines à bidouiller dans Notion ou dans des bases de données, des trucs, à connecter Airtable, machin, pour juste me dire, je suis en train de faire quelque chose d'important. Je suis en train de construire un système qui me permettra d'être plus productif, sauf que dans la réalité, je l'utilisais même pas. Je l'utilisais même pas. Juste, je prenais plaisir à construire ce système, mais c'était aussi une fuite de mes vraies responsabilités parce que à ce moment-là, bah, je procrastinais. Et au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte, mais il a fallu du temps. Et ça, ce genre de schéma où tu te mens à toi-même, tu te racontes des histoires que oui, c'est important là ce que je fais, alors que c'est total bullshit. Ce genre de schéma, il y a des gens qui peuvent rester bloqués là-dedans pendant des années, même des décennies. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un regard extérieur, un regard brutalement honnête, pragmatique et honnête. Et ça, l'IA, bon, il faut lui dire, dans tous les cas, d'être honnête, que tu veux de l'honnêteté, parce que sinon, elle est gentille avec toi tout le temps. Mais c'est vrai qu'elle est très forte pour pointer du doigt tes défauts et les choses pour lesquelles tu te fourvoies. Ouais, je suis 100% aligné avec tout ce que tu as dit. L'être humain, il déteste l'entropie psychique. Et dès que tu veux faire un travail sur toi, si tu es en train de répéter depuis tant d'années un schéma, c'est qu'il t'est confortable. Et si tu te demandes à toi-même de faire tomber le pilier, l'édifice de croyance qui soutient ce comportement et de le modifier après, ton cerveau, il te dit non, ouais, j'en ai rien à foutre. De toute façon, ton cerveau n'en a rien à foutre de ta croissance, il est là pour te faire survivre, pas pour te faire grandir. Donc si tu lui demandes un process énergivore et chronophage qui a pour but de te faire grandir, il veut pas le faire. Et donc, comme tu le dis, c'est effrayant. Tu pourrais rester 5 ans, 6 ans, 7 ans pour au bout de la 7e année avoir enfin le déclencheur qui peut-être aura été d'une violence sans précédent dans ta vie, qui va te Ouais. faire dire mais depuis le début, c'était là, quoi. Alors qu'avec l'IA maintenant, tu fais des corrections de trajectoire qui sont beaucoup plus rapides. Et ça ouvre la voie à un process de croissance personnelle qui est énorme. Alors après, ça ouvre la voie à plein de problématiques. Toujours cette quête de l'homme avec un grand H parfait, cette quête de la croissance personnelle sans fin, l'effet Mathieu de la croissance personnelle. J'aime bien cette malédiction dont parle Chris Williamson. Il dit il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui ne savent pas quand démarrer leur quête de croissance personnelle et ceux qui ne savent pas quand arrêter. Et c'est vrai qu'on peut très vite être pris dans une volonté constante d'amélioration, d'optimisation et dans une espèce de machinisation de l'être humain. Il faut aussi savoir se foutre la paix et osciller constamment entre ces deux énergies de la croissance personnelle, hein. L'énergie masculine projetée vers l'extérieur, objectif, résultat, etc. Et l'énergie féminine, retour à soi, présence, instantanéité, soin, et toutes ces choses-là, parce qu'on n'est pas là pour être optimisé jusqu'à la fin de notre vie et arriver sur notre lit de mort à dire super, je suis level 122. Donc il faut arriver à osciller entre ces choses-là. Mais en tout cas, ça offre cette opportunité-là. Par rapport à l'IA, moi j'ai quand même une préoccupation qui reste toujours en toile de fond dans ma tête. C'est si je donne à une IA énormément de contexte très personnel sur moi, sur ma manière de penser, sur mes expériences de vie, etc. Imaginons un scénario hypothétique, un hacker qui réussit à avoir accès à potentiellement un clone de toi. C'est comme s'il avait hacké ta souveraineté mentale. En fait, tu donnes dans des serveurs ton identité, qui tu es, tu vas le cloner numériquement. Et ça donne énormément de pouvoir à quiconque a accès à cet ensemble d'informations. Si on fout ça dans un LLM, tu deviens prédictible. Ça donne un pouvoir absolument incroyable à quiconque pourrait utiliser ces données de manière malveillante. Donc moi, j'ai toujours cette préoccupation de me dire, il faut peut-être quand même ne pas tout dire à l'IA, ne pas vendre son âme à Sam Altman et garder une certaine réserve. Est-ce que toi, c'est un dilemme que tu as ou tu t'en fous? Je me suis posé la question, moi, au début. Les embryons de réponse que j'ai eus, c'est premièrement de me dire que j'ai la sensation qu'en effet, ça met les choses un cran plus loin que l'information auquel avaient accès les GAFA, mais ça me paraît pas si loin que ça. Je pense que là, en fait, on le conscientise parce qu'il a accès on a accès à notre mémoire, et puis en fait, quand il va nous répondre, il fait écho à des choses qu'on lui a dit par le passé. On est en mode what the fuck, comment il sait ça? Là où l'époque, sur Google et tout ça, impossible de savoir parce que tu n'avais pas de feedback immédiat. Donc je pense que c'est pire qu'avant, mais est-ce que c'est exponentiellement pire qu'avant? J'en sais rien.
Et surtout, j'ai fini par me dire, de toute façon, en gros, c'est une balance coût-bénéfice. Et les bénéfices que ça m'offre et ce que j'ai envie de tester, j'ai considéré à un moment dans ma vie, mais c'est une équation très personnelle, que ça valait le coup pour accélérer ma croissance personnelle, pour accélérer ma qualité de vie, etc. etc. C'est vraiment un process qui doit être très personnel. Je pense qu'il n'y a aucune bonne réponse. Il faut poser le pour et le contre. Et les points que tu attribues à chaque variable du pour et du contre va dépendre de ton cadre philosophique. Et moi, mon calcul personnel a été de me dire, je n'ai aucune idée d'à quel point ce sera accable dans le futur. C'était déjà accable avec les GAFA. Je ne sais pas dans quelle mesure ça sera régulé et je ne sais pas dans quelle mesure, si l'IA me comprend parfaitement, ça peut vraiment se retourner contre moi. Donc je me dis, il y a des risques, mais je n'arrive pas à évaluer leur probabilité. Et il y a par contre tout un tas d'avantages qui sont palpables au quotidien. Est-ce que je suis en train de me fourvoyer et je suis trop pensé court terme et pas assez long terme? Je ne sais pas. C'est le pari que j'ai décidé de faire et il n'y a que les prochaines années qui nous donnera raison ou tort, quoi. Mais c'est un peu, Ouais. je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Ouais, j'en suis à peu près à la même conclusion que toi. Si tu te prives aujourd'hui de l'IA, que tu l'utilises très timidement, euh, tu vas perdre un avantage majeur et surtout, c'est quand même un putain de plaisir d'utiliser ces outils-là, d'être dans le cœur de l'époque qu'on est en train d'expérimenter. C'est quelque chose, c'est intense. C'est quand même incroyable. Je me dis qu'on ait vécu, nous, notre génération, à la fois Internet et maintenant l'IA, et ça C'est va fou. tellement vite. On a vraiment franchi le point d'accélération exponentielle de l'évolution humaine. On a externalisé l'évolution. Pendant des centaines de milliers d'années, l'évolution était extrêmement lente. Et c'est vraiment que depuis peut-être l'ère industrielle où ça a commencé à vraiment s'accélérer. Mais aujourd'hui, on a vraiment dépassé ce point d'inflexion où on n'est même plus capable de ne serait-ce conceptualiser à quoi ressemblera le monde dans 10 ans. Alors que du temps de nos parents, bon, on se disait il y aurait eu des améliorations incrémentales, des nouvelles technologies peut-être, mais pas une rupture à ce point-là. Et moi, je t'avoue que, je ne sais pas toi, mais je suis assez dérangé par cette incertitude. J'ai l'impression d'avoir une vision très court terme qui est bloquée par la singularité technologique qui nous pend au nez. Donc, c'est-à-dire, dans 5 ans peut-être, on aura atteint une singularité technologique, le monde ne ressemblera à plus rien. Et tu vois déjà des tendances qui se dessinent petit à petit. Il y a des trucs assez glauques, notamment avec les deepfakes, ce genre de trucs. Et tu te dis, mais c'est quoi le scénario où ça s'est développé à l'extrême? Une autre tendance qu'on voit, c'est les plateformes comme YouTube qui se font submerger de contenu par IA de plus en plus. On voit bien que ça va donner naissance à des fermes de contenu IA qui inondent les plateformes. L'algorithme YouTube sera-t-il toujours capable de donner de la visibilité à du contenu humain? Sera-t-on même capable de discerner le contenu IA de humain? Potentiellement non. Donc en fait, c'est tellement mindfuck que dans 5 ans, c'est même impossible de savoir où on en sera, à moins qu'on atteigne un plateau technologique, ce qui est possible aussi. On a vu que le GPT-5 n'était pas ouf comparé à ce qui était annoncé, quoique il y a quand même des innovations complètement dingues en termes de génération vidéo qui ont eu lieu cette année. Google aussi récemment a fait bien mieux que OpenAI. Je pense quand même qu'on va atteindre un moment où les améliorations seront plus incrémentales que disruptives. Mais ça va quand même très très vite et dans plein de domaines. Mais surtout que, en fait, c'est cette sensation aussi d'être à une amélioration de l'auto-amélioration. Et c'est là où tout va exploser avec ce phénomène de singularité. C'est que l'amélioration qui permettra à l'IA de s'auto-améliorer engendrera une boucle d'auto-amélioration en boucle, en fait, qui te conduit à la singularité. C'était une des hypothèses sur lesquelles j'étais tombé quand je me renseignais un peu sur ce sujet-là et qui inquiétait les gens. Alors après, moi, je suis d'accord qu'il y a est-ce que vraiment on va arriver, est-ce qu'il ne va pas avoir des limites de ressources et des limites de puissance qui vont nous faire plateauer à ce niveau d'IA pendant un moment, j'en sais rien. Il y a deux choses que je trouve intéressantes et que j'aimerais aborder. Là, c'est cette question de la zone de contrôle et la question des labels made by human. La question de la zone de contrôle, c'est qu'en fait, on fait le même constat, toi et moi, mais on a un mécanisme psychologique différent qui s'active. C'est que moi, grand stoïcien que j'essaie d'être, je me dis, c'est tellement pas dans ma zone de contrôle que vraiment, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. J'ai aucune anxiété par rapport à ça. Et je me dis, en t'écoutant parler, je suis en train de me dire, si les choses n'étaient pas aussi novatrices que ça, peut-être que je m'en inquiéterais plus parce que j'aurais la sensation que je pourrais les contrôler. Alors que là, je me dis qu'on est dans un tel changement de paradigme qui va mettre tout le monde dans le flou
qu'en fait, m'inquiéter par rapport à ça ou essayer de me repositionner ne fait aucun sens parce que je suis complètement à côté de la plaque de ce qui va réellement se passer parmi l'infinité des scénarios qui pourraient arriver. Et du coup, mon cerveau arrive à se dire, tu sais quoi, rien à foutre, j'y pense même pas et j'attends de voir ce qui sort au jour le jour et comment ça va évoluer. Donc, je me sens pas inquiet vis-à-vis de tout ça. J'ai une espèce de curiosité et une espèce de confiance, peut-être à tort, dans le fait que l'être humain saura peut-être réguler tout ça. Et ce qui m'amène au label Made by Human, qu'on commençait à émerger et que je trouve hyper intéressant et qui était la conséquence logique des choses, c'est qu'on a aujourd'hui des éditeurs qui certifient leurs livres écrits par des humains. C'est déjà le cas aux États-Unis et je vois bien le truc demain des technologies IA qui vont permettre de certifier que tes vidéos YouTube ont bien été créées par un être humain et pas par une IA. Et en fait, il va, à mon sens, avoir un rejet progressif de la perfection intelligence artificielle au profit de l'imperfection humaine. J'avais regardé une vidéo sur le grand joueur d'échecs, là, Magnus, je sais pas quoi, là. Je n'ai jamais son prénom. Carlson, voilà, exactement. Et en fait, la vidéo analysée, c'était hyper intéressant. Comment ça se fait que l'inquiétude qu'on a eue quand les ordis ont commencé à poutrer les êtres humains à l'échec, quant au fait que la scène ordinateur remplace la scène humaine, ne s'est jamais manifestée. Et à l'époque, quand on a vu les ordis dépasser les 2600, 2700 Elo, et aujourd'hui on a des ordis à 3200 Elo, 3300 Elo, l'inquiétude de tous les joueurs d'échecs était de te dire plus personne va regarder les compètes entre humains. Parce qu'en fait, c'est tellement beau à regarder ce qui se passe entre les ordinateurs, et c'est tellement what the fuck que tout le monde va se barrer là-bas. Et ce qu'ils ont constaté, échappe même à notre compréhension. Les ordis, ils font des moves. On peut pas, nous. Il faut penser 1000 coups à l'avance. Des fois, ça paraît irrationnel à court terme. Ça permet de gagner à long terme. C'est fou. 100%. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est que cette scène, elle est restée minoritaire. Et ils ont conclu en disant que, en fait, ce qu'aime l'être humain au niveau viscéral, c'est de voir d'autres êtres humains être en train de galérer, d'essayer et de dépasser les limites de ce que l'humain est capable de faire. Demain, tu nous montres un mec qui tape un sprint, un robot humanoïde qui tape un sprint de 100 mètres en 2 secondes. On n'en aurait rien à foutre parce que la performance pour la performance nous fait pas rêver en tant qu'être humain. Ce qui nous fait rêver, c'est de voir nos semblables, avec les limitations qu'on a tous eues à la naissance, éclater des records à force de perfection, de perfectionnement, de dépassement de soi, de repousser les limites du possible de ce qu'on peut faire en tant qu'être humain. C'est ça qui nous intéresse et qui nous fascine. C'est de voir ces parties où les joueurs sont en train de galérer. Donc demain, voir du contenu 100% polish par IA qui repousse toutes les limites du possible, je pense que ça nous intéressera beaucoup moins. Et je pense qu'on rentre dans l'ère de l'humain. On rentre dans l'ère de l'humain où on voit que depuis la première fois, depuis la sortie des réseaux sociaux, le temps passé sur les réseaux, depuis la première fois, commence à chuter. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et il y a de plus en plus un besoin qui se fait ressentir sur de la connexion humaine. Les gens se déconnectent des écrans, ils partent en retraite. Ça me fait penser à ce modèle de l'extrême technologie, de l'extrême relation de Tuganbara, de Arnaud Labossière, qui est hyper pertinent, je trouve, et dont on pourra peut-être parler. Et donc, je pense qu'il va vraiment avoir une espèce de front anti-IA. On est imparfait, on est humain, mais si tu veux suivre un leader humain qui est humain dans toute son imperfection, viens avec moi parce que j'ai une perspective et je pense que c'est intéressant. S'il faut, je suis à côté de la plaque. Mais en tout cas, c'est ce que j'en tête. Comment dire? Pour des sujets, tu as évoqué par exemple le sport. Là, je suis complètement d'accord avec toi, et notamment si c'était intéressant d'aller chercher la performance pour la performance au-delà du dépassement humain, on autoriserait le dopage. Donc c'est un peu la même dynamique. Par contre, pour un livre ou du contenu sur les réseaux, je pense que la plupart des gens n'en ont rien à foutre. Que ce soit fait par une IA ou par un humain, ce qui compte, c'est est-ce que le contenu est de qualité. Moi, par exemple, il y a des newsletters auxquels je suis abonné. Je trouve ça super intéressant. J'en ai rien à foutre, que ce soit un humain ou une IA. Je me pose même pas la question. Je me trouve si c'est une IA, mais qu'est-ce que je m'en fous. Tant que j'y trouve de la valeur, que ça me fait réfléchir. Donc, dans certains domaines, potentiellement, le label Made by Human aura du sens. Je pense quand même que sur la majorité des choses où l'IA créera du contenu qui n'est pas différenciable du contenu humain, je vois mal pourquoi les gens en auraient quelque chose à foutre, en fait. Je suis d'accord avec toi sur l'exemple que tu prends. On reboucle avec le côté que, pour moi, la meilleure arme anti-IA dans les prochaines années, ça va être le personal branding et la capacité à formuler des perspectives. Tu n'en as rien à foutre aujourd'hui du contenu des newsletters que tu consommes parce que très certainement que l'auteur n'a pas une vision, une philosophie ou une perspective sur le monde qui est hyper intéressante. C'est juste un mec qui aime bien son sujet et qui te repartage des informations dessus. Pourquoi, du coup, on en... Juste, pas forcément. Disons que l'intention vient d'un humain, mais l'IA l'a articulée, l'a formulée,
Certaines phrases peuvent sonner un peu mécaniques, je m'en fous. Ce qui compte, c'est l'idée sous-jacente. Et ça, c'est probablement un cerveau humain, c'est pas l'IA qui l'a inventé. Là, l'IA n'est pas très forte pour ça. Donc, pour moi, tant que l'idée est humaine, mais que l'exécution vient de l'IA, ça ne pose aucun problème. Je pense pas que quiconque Mais soit gêné par ça. est-ce que ça te poserait problème si l'idée venait de l'IA? Ça peut être souvent une idée même qui est issue d'une collaboration, d'un sparring partner créatif. Où moi, souvent, pour faire des newsletters, pour rester sur cet exemple par rapport à la création de contenu, je vais parler à l'IA. Et l'idée à la base, c'est moi, je déclenche l'étincelle, je lance une direction. Et après, ça va faire comme un miroir, ça va me renvoyer des idées, des angles auxquels je n'aurais pas forcément pensé tout seul. Et là, je vais me dire, ah tiens, ça c'est pas mal, ça par contre c'est nul, ça c'est cool, tiens, là on peut développer. Et c'est par mon jugement, le choix des éléments, je vais faire comme de la curation dans cette conversation que j'ai avec l'IA pour à la fin créer quelque chose, alors que je peux d'ailleurs structurer avec l'IA pour écrire, même si je vais souvent passer derrière, mais c'est un travail collaboratif. Après, l'IA peut avoir des très bonnes idées. Tant Mais que c'est souvent, collaboratif, de toute façon, tes idées à toi en tant qu'humain viennent d'autres humains. 100%. L'originalité n'existe pas. Et les LLM sont entraînés sur du contenu humain. Donc, fondamentalement, c'est la même chose. Si l'idée vient d'un LLM, c'est qu'il y a des humains qui ont eu cette idée. Elle ne sort pas de nulle part. 100%. Moi, l'exemple que j'aimerais prendre, c'est si demain, tu avais le choix entre deux newsletters qui traitent du même sujet, une est entièrement produite par l'IA, idée, exécution, et l'autre est entièrement produite par un humain, sachant que celle produite par l'IA est du coup supérieure en termes de qualité que celle produite par l'humain. Toi, tu vas choisir lequel? IA. Dans tous les sujets, peu importe la thématique. Philosophie, art, économie, business, news, tous les sujets. Pour du format texte, ouais, pour moi, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est la pertinence, c'est à quel point ça me fait réfléchir, ce que ça déclenche chez moi. Ouais, pour moi, c'est pas un facteur pertinent dans l'équation, que ce soit fait Ok, par un humain ou par une IA, ou par les deux à la fois. ok. Ben, c'est intéressant. Moi, mon parti pris, c'est de me dire que je pense qu'on va se lasser de la perfection, de l'exactitude des informations, etc., et de la surpertinence des informations, et qu'on va avoir besoin de reconnecter avec un besoin qui est déjà d'ailleurs exprimé par les courbes quand on est en train de regarder, et par tous les mouvements anti-IA. On va avoir besoin, en fait, au bout d'un moment, je pense qu'on va se sentir hyper pertinent intellectuellement grâce à nos newsletters d'IA, et hyper vide humainement par le manque de connexion qu'on va avoir avec les créateurs que l'on suit, et qu'on va avoir cette espèce de besoin viscéral qui est quand même encodé au plus profond de nous depuis la nuit des temps. Ça fait quand même 200 000 ans. Je pense pas que l'IA puisse l'extraire. Et je pense qu'il va y avoir une période où on va être en mode c'est incroyable, on va implanter l'IA partout, on va bouffer que de l'IA. Et il va arriver un moment où on va se dire putain, ça manque de couleurs, de nuances, de. Pas ce qu'elle nous sert, hein, qui manque de couleurs et de nuances. J'ai une parfaite confiance dans l'IA, dans sa capacité à créer des choses indiscernables de l'être humain. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, moi. Mais par contre, l'idée de savoir que c'est une IA, je pense, nous fera profondément chier, et on aura envie à un moment donné de se dire, bah, je préfère lire le truc imparfait de James à côté que de lire le truc parfait de l'IA. C'est un parti pris qui résonne à ce moment-là à l'intérieur de moi, et peut-être que je vais me planter complet. Mais en tout cas, c'est ce que je pense à l'instant T. Bah, peut-être que ce sera un peu comme le bio, c'est une minorité qui s'y intéresse, mais l'immense majorité de la population, ils s'en foutent, quoi. Je pense peut-être que ce sera une niche, le made by human. Peut-être, je ne sais pas, mais j'aime bien prendre cet exemple. Je crois que c'est peut-être Oussama Hamar qui l'avait pris, je ne sais plus, mais il disait demain, tu préféreras quoi? Que ta table de salon, elle soit craftée par un artisan avec toutes les imperfections qu'elle a, ou qu'elle soit faite par des IA parfaitement possibles avec une shape que tu n'as jamais vue ou quoi que ce soit? Ouais. Là c'est le storytelling, évidemment, qui entre en jeu. Ça En fait, entre dans la catégorie des produits de luxe. C'est toujours ça. Ça va être une minorité, une élite qui va s'y non, mais intéresser. même si tu le faisais pas de luxe, moi j'ai plus l'impression, parce que même si la table IA a coûté 10 fois plus cher que ta table de l'artisan, j'ai l'impression qu'on rentre dans le côté status game, dans le jeu de statut. Et comme expliqué Oussama Hamar, je pense que ça va devenir un jeu de statut que de dire que toi, tu fonctionnes avec des humains. Et toi, tu refuses la facilité et le côté fade de fonctionner avec des IA et d'avoir tout qui est parfait. Et tout comme des mouvements d'art se sont construits dans l'imperfection, tu vois, tu vas faire du status game en te disant, écoute, moi, tout ce qu'il y a chez moi, là, tout a été créé par des humains. Ce que je consomme au quotidien, c'est créé par des humains. Les livres que tu vois sur cette étagère, là, c'est que des livres écrits par des humains. Et je pense qu'il va vraiment avoir
un mouvement qui va se former autour de ça. La question de savoir est-ce que ce mouvement sera majoritaire ou minoritaire et deviendra une niche, qui deviendra la niche de quoi? J'ai l'impression, mon cœur me dit, mon intuition me dit, qu'étant donné que c'est encodé au plus profond de nous, tôt ou tard, l'immense partie de l'humanité va vouloir de l'humain. Ouais. C'est la seule variable que je peux manipuler intellectuellement pour donner mon avis à l'heure actuelle, c'est la variable évolutionniste. J'en ai pas d'autre. Non, mais je suis assez d'accord avec toi sur l'idée qu'on a besoin de connexion humaine. Et l'exemple qu'on a pris tout à l'heure d'une newsletter faite par IA ou humain n'est pas forcément, je pense, la plus pertinente parce que le format texte, pour moi, c'est le format où on en a le moins quelque chose à foutre de si c'est un humain ou une IA parce que c'est, dans les deux cas, du texte noir sur un fond blanc. Alors que si c'est un podcast comme là, on est en train de faire, si c'était Emilio IA et Sofiane IA, je pense que ce serait bien moins intéressant puisqu'il n'y a pas de vécu, on n'a pas nos parcours respectifs, ce serait purement artificiel. Et ça, si les gens le savent, c'est comme pour le coaching high ticket. Toi, tu vas d'ailleurs bientôt faire du coaching high ticket. Je suis convaincu que ce modèle a beaucoup d'avenir. Parce que une IA, aujourd'hui, on te vend partout les coachs IA dans des apps, des trucs. Ça peut être pas mal, ça peut donner des petits conseils, mais pour moi, l'IA, c'est pas un coach, c'est plus un conseiller. Ça va te donner de l'information. Mais un coach, c'est quelqu'un que tu respectes, c'est quelqu'un que tu écoutes, quelqu'un qui a de l'autorité sur toi. Moi, une IA, des fois, je demande à l'IA de me faire des plans sportifs, trucs comme ça, mais j'en ai rien à foutre, je les fais même pas. Toi, je lis, je dis, bon, je m'en bats les couilles. Parce que tu sais que personne ne va te gueuler dessus, tu sais que tu vas pas la décevoir, cette IA, puisqu'elle n'a pas d'émotion. Donc, c'est la dynamique émotionnelle, effectivement, fait que, à moins que l'IA arrive à mentir aux gens, à leur faire croire qu'elle est humaine, ce qui est peut-être un jour possible dans un monde, je dis pas, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est de plus en plus seuls. Les gens sont isolés derrière leurs écrans, ils ont envie de recréer du lien, ça on le voit. Et ouais, le coaching, en tout cas, je pense que ça a de belles années devant lui. Ça, ils en parlent déjà. Je sais que c'est déjà dans les discussions de vouloir interdire par la loi aux États-Unis que l'IA prétende être un humain. Et ils expliquent que c'est la dernière frontière qui serait vraiment inquiétante et que donc du coup, ils voudraient mettre des lois qui font que les IA peuvent coexister avec nous, mais il faut que tout le monde sache que c'est une IA et que ce soit illégal voilà. Après, entre ce qu'ils veulent faire et ce qui sera fait, j'en sais rien. Est-ce vraiment possible? Ce que tu dis, ça, c'est valable par rapport à nous deux qui sont en train de discuter, jusqu'au jour où l'IA, c'est un logiciel sur ton ordi à qui tu as déjà téléchargé toute ton histoire et tous tes souvenirs, et en fait, elle est capable de faire exactement ce que je suis en train de faire et ce que tu es en train de faire là devant l'écran, sans qu'on puisse pas le voir. À ce moment-là, s'il y a des labels, s'il y a des lois, tout le monde saura que c'est de l'IA. Mon parti pris est de dire que si les gens savent que c'est de l'IA, ils vont s'en battre les couilles, ils vont pas regarder. Alors que s'ils pensent que les deux créateurs, humainement, ont pris du temps à partager ce moment-là, ça va être beaucoup plus intéressant pour eux. Et ce que tu disais par la suite, c'est ce que j'avais commencé à aborder avec le modèle de l'extrême relation de Tugan, qui explique qu'en effet, les business models qui ont de l'avenir, c'est tous les business qui vont être orchestrés autour de l'extrême relation. Le coaching, les mentorats, les masterminds, les regroupements publics, tous les trucs où c'est pas fakeable, c'est obligatoirement de l'humain, c'est pas de l'IA, et c'est un humain qui t'écoute, qui écoute ta vie, qui se connecte à toi et qui te cherche des solutions. Et on va avoir désespérément besoin, à mon sens, de cette connexion humaine dans nos quêtes de croissance personnelle, de développement de compétences et de construction de relations. Et je pense qu'on va de plus en plus chercher ce mode de fonctionnement-là. Et tout ce qui va être extrême relation et extrême technologie dans les prochaines années est voué à exploser. Tu penses aussi qu'il va y avoir une sorte de ruée vers l'or, vers l'infoprenariat, parce que les cols blancs en entreprise qui aujourd'hui ont un travail de bureau vont se faire automatiser la gueule, vont perdre leur job et donc vont vouloir se former et devenir coach, en gros, si je la fais très simple. C'est la thèse qui avait été mise en avant par Arnaud Labossière, encore, il me semble. Hein. J'ai écouté pas mal de vidéos sur les IA récemment et sur la science du travail. Je perds un peu le fil de savoir qui a dit quoi. Mais c'est la théorie selon laquelle, oui, en effet, ils vont se faire automatiser. Tous les bullshit jobs sont en train de sauter déjà, les consultants, etc., qui brassent du vent. Et du coup, ils vont devoir se réintégrer sur un marché complexe et sur un marché sur lequel les gens qui ont une vraie compétence et qui peuvent l'enseigner pourront faire leur place et vont récupérer des personnes qui ont un pouvoir d'achat très élevé, qui sont prêts à investir gros pour faire un changement de carrière et retrouver le style de vie qu'ils avaient avant et qu'ils ont maintenant perdu. Et donc, il y aurait une opportunité là-dessus. Bon, moi, je pense pas que je serais très concerné par ça, à moins dans de la formation de par mathématiques, sur du soloprenariat ou sur de la productivité. Je pense que tous les gens qui enseignent des compétences, des business, comment lancer un business en ligne, comment se lancer dans une thématique ou quoi que ce soit, en effet, ça va être hyper intéressant.
Maintenant, c'est toujours pareil. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on traverse une époque qui est tellement impensable que on raisonne encore avec un modèle mental qui n'est plus valable dans l'ère dans laquelle on est en train de transitionner. Et on essaie de savoir ce qui va se passer dans le futur avec notre modèle mental du présent qui n'a aucune espèce de valeur. Et moi, je le vois un peu comme mon grand-père, par exemple, qui est agriculteur et qui aurait dû imaginer à quoi ressemblerait 2020 quand il était en train de bêcher ses patates, tu vois. Il aurait jamais de la vie, il se serait dit qu'il y a une espèce de truc qui aurait émergé qui s'appelle Internet. Et je te parle encore moins aujourd'hui de l'IA. Et nous, comme tu le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir traversé l'époque. Moi, je me rappelle le jour où mes parents ont installé chez moi une première box qui s'appelait AOL avec un crédit de temps de consommation, une interface dégueulasse. Et dans tous les cas, il n'y avait rien. Tu cherchais sur Internet, il y avait quoi, des dizaines de pages. Il n'y avait rien, quoi. On n'aurait jamais pensé que quelques décennies plus tard, on en serait là. Et si tu m'avais demandé de savoir les opportunités qui allaient émerger à l'époque où j'avais cette box-là, je t'aurais dit tout un tas de trucs qui, à mon avis, ne se seraient pas produits aujourd'hui. Et je pense que c'est pareil avec l'IA. On va transitionner sur un sujet un peu plus léger. Tu as pris 9 kilos de muscles en 5 ans. Comment est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu appliques aussi le minimalisme à ta manière de t'entraîner? Alors déjà, je m'entraîne avec un coach sportif qui s'appelle Thibaut et dont j'ai souvent parlé dans mes réseaux, donc je pense que les gens le connaissent. J'ai pris un coach il y a 5 ans parce que je voulais faire une grosse transfo et j'ai pris ça après avoir fait 3 ans, 3 ans tout seul où j'essayais globalement de prendre du muscle et de prendre du poids. De par le fait que j'ai suivi un peu ton parcours, je pense qu'on est un peu le même type de profil de gars qui avaient du mal à prendre un peu de la masse musculaire. Enfin, tu me diras si je me trompe, il me semble avoir lu ça sur toi, mais Ouais. voilà, où tu t'auto-labellisais d'ectomorphe, etc., etc. Exact. Moi, j'ai essayé pendant 3 ans tout seul. J'avais du mal. C'est pas l'intensité que j'y mettais qui posait problème. Au final, quand j'ai commencé à bosser avec lui, on s'est rendu compte que ce qui posait vraiment problème, c'était que j'étais en sous-calories. Ma diète était à l'ail. J'étais à 1600 kcal alors que je pensais bien manger. À titre d'info, on est monté jusqu'à 3000 dans les prises de masse qu'on a fait avec lui. Et moi, j'étais à 1600 en train de me démonter à la salle. Ça ne marchait pas. Donc, en fait, je pourrais dire que j'ai appliqué une optique minimaliste. Elle n'est pas forcément minimaliste dans l'entraînement, elle est minimaliste dans le fait que j'ai voulu aller chercher le max de résultats avec le minimum d'efforts. Et ça a été de trouver un coach qui, lui, a compris en 2-2 les angles morts que j'avais, a compris en 2-2 pourquoi je faisais la merde, m'a construit un programme, repas, donc diète et entraînement, et j'ai plus qu'à suivre bêtement et à me poser aucune question. Et donc, du coup, c'est l'approche que j'ai eue et qui a été fonctionnelle, qui a pris 5 ans, mais qui ne prendrait pas 5 ans pour tout le monde. Il y a eu des spécificités dans ce que j'ai fait qui ne sont pas intéressantes, je pense, pour l'audience. Mais en gros, ça a fonctionné, donc c'est cool. Ouais. Je suis sur la fin, la dernière sèche, là. Ça devrait me prendre encore 3-4 mois et on sera au final, donc ça va être top. Félicitations pour les résultats. Tu as Merci. déjà pris beaucoup de coachs dans différents aspects de ta vie pour progresser ou c'était seulement pour le sport? Je pense que le premier que j'ai pris, c'était pour le sport. Ensuite, j'en ai eu un vaguement pour le business en accompagnement groupé pendant 1 ou 2 mois. Mais pas plus que ça. Et c'est plus le temps passe, plus je suis persuadé d'à quel point c'est essentiel quand tu veux prendre des raccourcis. Ouais. Et là, actuellement, ça fait, on va dire, un bon 6-7 mois que j'ai déjà passé le cap de vouloir prendre un coach business, mais que je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui résonne avec ma philosophie, que je respecte suffisamment et qui a accompli des choses qui m'intéressent pour pouvoir être entouré. Je trouve que c'est très dur. On tombe très vite sur des coachs bling-bling qui t'apprennent à faire des trucs avec lesquels je suis totalement désaligné, des coachs qui sont sur on va dire sur un angle et une perspective particulière qui ne m'intéresse pas. Et je trouve que c'est très compliqué. Moi, je fais partie de ces process. Tout le monde n'est pas là-dedans. Je fais partie de ces profils, pardon, j'ai besoin vraiment d'avoir un respect et une certaine admiration pour la personne qui va m'apprendre quelque chose. Sinon, c'est terminé, bonsoir. Si derrière, tu colles pas avec mes valeurs, je peux pas t'écouter et j'ai du mal à me détacher de ça. Mais je pense que c'est un raccourci insane. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'en ai pris plusieurs fois des coachings au cours de mon parcours sur Pourquoi, par exemple? différents sujets. Sur quelle thématique? Alors, sur les thématiques business, marketing, prise de parole, sport. Est-ce que j'ai eu un coach sportif? Je crois pas. Pour le coup, sport, je me suis toujours démerdé tout seul. Et là, récemment, coach en performance mentale. Et alors, sur toutes ces expériences, ça a été systématiquement soit très mauvaise expérience, soit game changer incroyable. Ok. En fait, il n'y avait pas d'entre-deux. Soit c'était nul, parce qu'en fait, le coach était la mauvaise personne pour moi, ou il n'était pas très impliqué. Soit c'était incroyable et ça m'a fait faire un saut quantique en avant dans ma vie. Et là, actuellement,
je fais un coaching de 3 mois avec un ancien champion du monde de kickboxing, un mec avec un très gros mindset qui a accompagné des sportifs de haut niveau, etc. Et on travaille sur les schémas d'auto-sabotage inconscient. Et moi, il y avait beaucoup de perfectionnisme. C'est des choses qui viennent de l'enfance, souvent, ou de l'adolescence, ou il y a longtemps. Et il y a des peurs qui sont en nous. Et souvent, ça nous bloque. Ça nous empêche de faire ce qu'on voudrait faire. Et moi, par exemple, moi, j'écris beaucoup sur mon focus book. Tu vois, j'ai mes notes là sur mon carnet. Et je peux, en fait, c'est un peu un super pouvoir que j'ai, c'est que je peux naviguer dans mes pensées. Je peux revenir dans mes pensées il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans même, parce que j'écris depuis toujours, et je garde les PDF. Et il y a des choses que je voulais tester dans mon business. Ça faisait des années que j'écrivais, ah ouais, ce serait bien de faire ça, ce serait une super idée. Par exemple, faire des lives. Par exemple, faire des appels avec les gens de mon audience. Des choses comme ça. Et sauf que par procrastination, s'il y avait un inconfort émotionnel, je procrastinais à l'infini. Et donc là, j'ai pris un coach. Et alors, il me fait faire des visualisations pour programmer les schémas inconscients, etc. Mais c'est surtout des défis après qui me permettent de, pendant une semaine, c'est la période idéale parce que c'est pas trop dur, c'est juste le sweet spot pour que tu puisses faire quelque chose chaque jour qui te fait peur sans que ça te paraisse insurmontable. Donc défi 7 jours, j'ai fait défi 7 jours, une vidéo par jour sans montage, où juste je parle sans faire de coupure pour me décomplexer par rapport au perfectionnisme. Il y a eu faire un live tous les jours pendant 7 jours et faire des appels avec les gens pendant 7 jours. Et là, la semaine dernière, j'ai encore un défi, c'est de faire un workshop en live. Chose que, encore une fois, tu vois, ça faisait des années que je me disais, c'est ça le truc que je devrais faire parce que je procrastine trop sur les formations. J'aime pas ça, faire des formations asynchrones. Ça me prend des mois, ça traîne, c'est épuisant mentalement. Et je me disais, mais la solution, elle est évidente. C'est de faire ça en live. Je l'annonce une semaine avant, je prépare pendant une semaine et puis je le fais. Sauf que, toi, je ne l'ai pas fait. Et souvent, tu as juste besoin de quelqu'un qui, comme si tu étais au bord d'un plongeoir et tu n'oses pas sauter. Tu as juste besoin de quelqu'un qui te pousse, qui te mette la pichenette là pour que tu y ailles. Et après, tu te rends compte qu'en fait, ça va, c'est pas si terrible que ça, c'était même très cool. Et ouais, c'est pour ça, en fait, que les coachs sont si importants. Et ça, l'IA ne peut pas le faire pour toi. L'IA, elle va juste, alors soit elle va t'enfermer dans une bulle de validation où elle va te dire ce que tu as envie d'entendre, ou alors bah, elle va te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais toi, tu t'en fous parce que c'est une IA, quoi. C'est là Ouais, ouais, qu'on voit c'est les clair. limites. On voit très Et vite les puis, limites. attends, c'est trop bien côté prix. Ces espèces de mini-quêtes, de mini-aventures qui t'ont permis de Ouais. sortir de ta zone de confort et tout, c'est vraiment bien. Et je te rejoins complètement sur la nécessité d'avoir quelqu'un qui t'épaule pour rectifier un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est quand même un peu lié. Ça fait quand même maintenant 2 ans et demi que je suis accompagné par une thérapeute aussi, où j'ai développé Ok. la volonté de travailler sur tous ces. Pour moi, la thérapie, c'est vraiment la salle de sport mental. J'en ai parlé à maintes reprises dans la tribu des starters. Et ça a été une révélation pour moi. D'ailleurs, Chris Williamson, il explique qu'il a plus appris sur lui-même en 6 mois de thérapie qu'en c'était 6 ans de méditation, je crois. Et moi, je trouve ça insane. Et en gros, du coup, toutes les 2 semaines, j'ai cette espèce de ping-pong intellectuel pour essayer de comprendre pourquoi je réagis comme ça, quelles sont les croyances. Tout ce dont tu as parlé tout à l'heure avec ton coach, c'est des choses qui me parlent de fou. Et de voir à quel point ça paraît irréel de pouvoir du jour au lendemain faire quelque chose que tu as repoussé depuis des mois, juste parce qu'on a réussi à te faire sauter une croyance. Et te Mm. dire que au début, tu pouvais le faire, tu avais tout entre les mains pour le faire et le réussir, mais tu ne pensais pas que tu pouvais le faire et le réussir à cause d'un petit logiciel qui était là. Et elle l'a pris, pop, elle te l'a envoyé, elle t'a dit voilà, il n'est plus là, maintenant fais-le et tu vas réussir. Je le fais, je réussis. C'est comme tous ces entrepreneurs que tu vois qui ils font un x5 ou un x6 d'une année à l'autre, alors que leur business n'a pas eu le temps de changer en une année à l'autre. C'est pas possible. Et quand tu te penches dessus, ils t'expliquent qu'ils ont commencé à avoir des coachs, à avoir des psys, etc. Et que ça leur levait tout un tas de croyances qui, ça y est, les soupapes de sécurité ont sauté et je peux enfin faire ce que je suis déjà capable de faire, mais que je me convainc de ne pas être capable de faire. Et ce Mm. truc-là, c'est ouf. Donc ça fait plaisir de te voir traverser tous ces petits trucs, parce que moi je suis abonné à ta newsletter, donc je te vois en direct traverser toutes ces petites mini-aventures, ces quêtes personnelles, et donc ça fait grave plaisir à voir. C'est quoi pour toi la différence entre un coach et un psy? Je pense que le coach, il a le but supplémentaire de te dire, de te pousser un peu dans une direction ou dans une autre, de l'expérience que j'ai eue, et il a un peu cette charge de, tu le payes pour t'aider à prendre enfin, tu le payes pour qu'il te pousse dans une direction ou l'autre, et que tu es une espèce de, il y a à mon sens
une force qui va te pousser vers un endroit ou vers un autre. Alors que mon expérience de la thérapie, c'est tu es un miroir. Je vais te faire parler et te poser des questions. Et en répondant toi-même à ces questions, tu vas voir qu'il y a des choses qui arrivent. Mais jamais je vais te dire c'est la bonne solution de faire ça ou c'est la bonne solution de faire ça. Je vais te dire à ton avis, pourquoi tu penses que ça c'est la bonne? Pourquoi tu penses que ça c'est la mauvaise? Qu'est-ce qui se passe? Et en te faisant parler, alors évidemment, moi j'ai plugué tout ça sur des logiciels où tous mes calls sont enregistrés par l'IA justement. Et donc après, ça rentre dans mes entités de système d'introspection avancé. Donc après, l'IA peut scanner tout ce qui s'est passé pour faire émerger des croyances et tout ça sur lesquelles je peux travailler plus précisément. Mais j'ai vraiment cette sensation que la thérapeute va te permettre de toi-même faire le travail, là où le coach va faire une partie du travail pour toi en étant beaucoup plus directif. Ça, c'est mon expérience que j'ai eue du coaching. Peut-être que la tienne aura été différente. Bah, moi, j'ai jamais fait de thérapie avec vraiment un psychologue, mais j'ai pris pas mal de coaching, donc je ne saurais pas comparer. J'ai pas d'avis là-dessus. Je dirais aussi que la thérapeute va aller beaucoup plus creuser dans tes patterns de l'enfance, va beaucoup plus. Elle a les outils, elle est diplômée, elle a l'habitude d'aller plonger. Tu vas avoir une phrase direct dans sa tête, elle va se dire oh, ce genre de phrase généralement, donc elle va aller creuser à certains endroits et tu vas énormément parler de ta famille, tu vas énormément parler de tes relations passées, tu vas parler de choses où à mon avis tu n'en parlerais pas autant à cœur ouvert avec un coach parce que c'est pas directement le métier de te faire parler de ce genre de trucs extensivement, là où avec une thérapeute elle a le secret professionnel, elle voit des trucs horribles tous les jours, donc tu te dis bon ben moi je peux lui parler de tout ce que j'ai, tout ce qui me tracasse et tout sans aucune peur parce qu'avec ce qu'elle entend tous les jours il n'y a aucun souci. Donc moi, de mon expérience, il y a beaucoup plus eu de transparence qu'avec un coach. Parce que ces choses-là de ton passé dont tu parles avec la coach, c'est des choses, habituellement, tu vas pas y penser dans ton quotidien. Tu as beaucoup de gens qui sont complètement hermétiques à toutes ces choses qui agissent pourtant dans leur inconscient. Mais qu'est-ce que ça fait d'aller remuer dans cette tambouille-là de souvenirs passés, d'aller agiter tout ça? Est-ce que ça te fait quelque chose? Parce que comparé à quand c'est latent, endormi, dans ta vie quotidienne, comme c'est le cas pour l'immense majorité des gens, ça influence leur comportement quotidien, mais ils vont pas aller creuser dans ces souvenirs profonds. C'est intéressant cette phrase parce qu'on revient un peu sur cette espèce de maxime où l'ignorant est le plus heureux. Dans mon cas, les choses ne sont pas en suspens parce que je fais partie de ces profils overthinker, donc j'ai pas attendu de voir une thérapeute pour me poser des milliers de questions sur pourquoi je fonctionne comme je fonctionne, qu'est-ce qui se passe, quels sont les patterns dans ma vie, blablabla. Donc dans tous les cas, moi, l'intérêt principal d'une thérapeute, c'est de m'aider, c'est la métaphore que je lui dis tout le temps, c'est de m'aider à dénouer cette espèce de bobine avec des nœuds partout dont je ne comprends pas l'origine. En fait, moi, elle m'apaise, elle me ferme mes boucles mentales plutôt que d'en ouvrir. Maintenant, évidemment, dans le lot, elle en ferme quelques-unes, elle en ouvre d'autres. Les gens ont beaucoup de réticence à l'idée de partir chez des thérapeutes parce que tu sais que tu ouvres la boîte de Pandore et qu'à partir du moment où tu vas l'ouvrir, il y a une giga tempête de merde qui va t'arriver sur la tête et qu'il va falloir que tu la gères. Tout en revient encore une fois à la connaissance de soi et à la philosophie de vie. Aucun positionnement n'est meilleur que l'autre. Il y a des gens qui se disent moi je préfère mettre le voile là-dessus et je suis très heureux, j'ai pas besoin d'aller chercher cette merde, j'ai pas de truc. S'ils sont capables de se dire ça en étant honnêtes avec eux-mêmes, sans mentir et occulter les problèmes qu'ils ont au quotidien, et que vraiment ils sont dans l'état où ils se disent je suis 100% heureux, je changerai rien à ma vie, Mazel Tov, reste là-dedans. Moi je suis dans une optique, je considère qu'on est de ce monde vierge de toute blessure et de toute incapacité, de toute insuffisance, impuissance apprise, etc., etc. Je veux retourner le plus possible à cet état d'origine parce que je vois comment, au fur et à mesure qu'on m'enlève ces couches-là, mon potentiel se libère à une vitesse exponentielle. Et je vois pas pourquoi je me trimballerais ces blessures qui sont pas à moi, qui m'ont été données, qui m'ont été véhiculées. Celle dont je parle énormément dans la tribu des starters, c'est le fameux purgatoire de l'insuffisance, qui fait que peu importe ce que je vais réussir à accomplir, j'ai toujours l'impression d'être à côté de la plaque. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont pas à moi. Elles n'ont rien à foutre dans mon corps. Elles dégradent mon expérience de vie qu'elles dégagent. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de boucles. Perfectionnisme, exigence vis-à-vis des autres, qui vont intervenir dans différentes de mes relations et qui n'ont rien à faire là. Donc, je ne vois pas pourquoi je les garderai. Mais à nouveau, il n'y a pas une réponse meilleure que l'autre. Ok, très bien. Sofiane, avant qu'on se laisse, je te propose la mitraillette de questions. Plein de petites questions où tu as 60 secondes max pour réfléchir. Là, tu vas devoir être concis. Allez, challenge accepté. Let's go. C'est quoi ton livre préféré ? L'approche intégrale de Ken Wilber. Je crois que c'est une théorie du tout. Je sais plus comment il s'appelle paradoxalement ce livre, mais c'est le livre de Ken Wilber sur l'approche intégrale. Et je sais plus comment il s'appelle. Tu veux que je trouve le titre ? A Brief Story of Everything, quelque chose comme ça. Je pense, ouais. C'est en français une brève histoire de tout, je crois, un truc du genre. Ouais, ok.
Quel est ton film préféré, si tu en as un? Je vais très vite me retrouver dans des choses qui sont similaires parce que ce qui me vient en premier, c'est Shutter Island qui m'avait mis une patate formidable à l'époque. Inception avait suivi, évidemment Interstellar. Donc je vais être très mainstream dans ce qui me met des patates. J'ai beaucoup aimé ces films aussi. Mais j'aurais peut-être dit les mêmes, Interstellar. Et là, j'attends avec impatience l'Odyssée de Nolan qui va sortir début 2026, pardon, et qui promet d'être épique. Enfin, j'espère en tout cas. Quelle est la chaîne YouTube ou le podcast que tu préfères en ce moment? Modern Wisdom, je pense, de Chris Williamson. C'est terriblement cliché, une fois de plus, mais c'est intéressant j'en ai parlé, il me semble, quelques fois dans la vague, mais je ressens une espèce de truc hyper bizarre avec ce type-là. Et c'est de tous les auteurs que j'ai consultés depuis que j'ai commencé à me lancer il y a 6-7 ans maintenant de façon informelle, je n'ai jamais ressenti ça. J'ai l'impression que ce type-là a la capacité à penser et à vivre tout ce que je vis et je pense avant moi et à le verbaliser de façon à ce que j'ai pas à le faire. Et c'est effrayant. C'est la première fois que ça m'arrive. J'écoute ses podcasts, j'écoute ses interviews. Je suis en mode, ce mec parle à ma place. J'ai l'impression qu'il parle à ma place. Et je trouve ça fascinant. Et donc, je pense que j'ai bouffé peut-être 80% de ses podcasts. Il en a sorti plus de 1000 quand même. Donc, j'en ai bouffé une chier terrible. Et je pense que je répondrai Chris Williamson sans hésiter, bien qu'il y en a plein d'autres après, comme celui de Lex Friedman, qui me met des belles patates. Il y a celui de Léo, comment il s'appelle, actualize.org. Léo Goura. Léo Goura, alors lui, il m'envoie de ses mandales. Alors lui, il parle non-stop pendant 3 heures. Je sais pas comment il fait, mais incroyable. Allez voir si vous connaissez pas. J'avais l'espoir secret qu'il ait un script à l'écran, et à force d'analyser ses vidéos, je me dis qu'il en a pas, et je ne comprends pas comment il peut être aussi puissant sans script et sans montage. C'est vraiment un ovni, ce type. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une citation qui t'a marqué dans ta vie? Ouais, celle que je répète tout le temps de Carl Jung. Tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dictera ta vie et tu l'appelleras destinée. Moi, c'est le truc, je l'ai sur mon tableau noir, là. En face de moi, il y a un mot où il y a marqué aussi in sterquilinis invenitur. Ça veut dire ce que tu cherches se trouve à l'endroit où tu as le moins envie de chercher. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi été une fondation et qui m'a poussé, hein, thérapie, introspection, tous ces trucs-là. Celle de Carl Jung, ça a été le point de départ de l'obsession que j'ai eue pour la génération de clarté dans toutes mes sphères de vie, à la fois clarté intérieure, mais clarté extérieure sur la capacité à générer une vision, un cap existentiel, etc. Et après, si, évidemment, celle de Jonathan Safran Foer qui dit « Parfois, je peux sentir le poids de mes os se briser sous le poids de toutes les vies que je ne suis pas en train de vivre. » Et ça, c'est complètement moi, avec ce mantra de travailler moins, accomplir plus, vivre intensément, et cette sensation quasi permanente que j'ai de me dire « Putain, il y a tellement d'autres vies que je pourrais être en train de vivre, ça m'effraie. » Et la volonté en plus de les vivre. Donc voilà. Quelles sont tes 3 villes préférées dans le monde? Alors là, je vais dire Australie où j'ai passé 9 mois, donc Freshwater, qui est une ville à côté de Manly Beach, à côté de Sydney. Biarritz, évidemment, où j'ai élu domicile, qui est difficilement détrônable pour moi. Et je dirais, allez, je vais dire Annecy, où je me suis toujours dit que si j'habitais pas au bord de l'eau, j'habiterais au bord des montagnes françaises que je trouve magnifiques. Très bien. C'est quoi ta musique préférée quand tu fais du deep work? J'ai une playlist que j'ai créée, Diving Inside, avec toutes mes musiques qu'on peut retrouver sur Spotify, où il y a toutes les musiques que j'utilise pour étudier. Généralement, j'oscille entre du piano, beaucoup de piano, et beaucoup de... Donc Deep Work, ça va être beaucoup de piano, beaucoup de... Je ne saurais pas décrire le style. Il y a un auteur qui s'appelle Anyma, A-N-Y-M-A, qui incarne ça. C'est une espèce d'électro très parfaite pour se focus. Je ne saurais pas trouver le mot. Et parfois, quand je suis dans des gros livrables comme les projets sur lesquels je bosse actuellement, beaucoup de Tom York. Donc, que ce soit dans sa formation Radiohead, dans sa carrière perso, dans les autres formations qu'il a sorties, The Smile ou Atom for Peace, je suis à fond là-dedans parce que je trouve que c'est très posé et ça m'emmène très loin. Est-ce que tu as une app, un objet ou un gadget coup de cœur dont tu ne peux plus te passer? Voilà, je vais dire Obsidian, hein, ma Mind Galaxy, j'en ai parlé à maintes et maintes reprises, mais la gestion de ma connaissance, c'est terrible. Après, je vais avoir d'autres logiciels que j'utilise au quotidien, mais je pense que c'est la brique de si tu me l'enlèves aujourd'hui, je me sentirais si triste, personnellement et professionnellement. Ouais, j'aime beaucoup aussi Obsidian. À quelle heure te couches-tu et te lèves-tu? 21h30, 6h30. Ah oui, t'es vraiment un couche-tôt. Chronotype Lyon, donc j'ai la patate le matin, passé midi, je commence sur une pente descendante jusqu'au soir. Pour la petite histoire, quand j'étais en double activité, pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait 20h, 4h du mat. Et je bossais de 4h à 8h avant d'aller bosser, quoi. Et c'était mes meilleures heures de la journée. Ok. Quel a été le meilleur investissement de ta vie?
Putain, là, ça va être compliqué. Tu veux pas réduire la période temporelle Bon, de ces la dernières première chose années? qui... Pas besoin d'être perfectionniste. La première chose qui te vient en tête. Un Première bon chose qui investissement que tu as fait récemment. C'était ma Berkey, là, je la vois dans le coin. Ma machine qui filtre l'eau. J'ai acheté une Berkey là pour filtrer l'eau et je pense Ok. que ça a été un de mes meilleurs investissements. Parce que l'eau du robinet n'est pas bonne, c'est ça? L'eau du robinet, si tu commences à creuser, c'est pas foufou. Et du Ouais. coup, Berkey s'est quand même fait un gros branding là-dessus. Le goût de l'eau est terrible et ça fait partie de tout un éventail d'effets positifs, très certainement, dont je ne toucherai pas la teneur avant des années. Mais en attendant, l'eau, elle est bonne et je suis content d'avoir de l'eau filtrée. Est-ce qu'il y a un conseil ou une croyance populaire que toi tu trouves bullshit? Bon, il y a le classique, il faut attendre d'être prêt avant d'agir. Moi, je m'inscris vachement dans la vibe de l'action génère l'information. Ça a été Hmm. un des plus grands apprentissages de ma transition psychologique entre le salariat et l'entrepreneuriat. Toutes les croyances populaires qui touchent de près ou de loin au déterminisme et surtout au fatalisme, qui visent à dire qu'on est né comme ça et qu'on ne peut pas changer notre façon de penser, de voir, d'être, de construire ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est de la merde absolue. Je pense que notre potentiel n'est pas illimité, mais qu'on est avec une espèce de jauge du minimum au max, que la plupart des gens côtoient le minimum à cause de ces croyances et que le max est terrible à vivre et que tout le monde peut le vivre s'il s'en donne les moyens. Donc je pense que ce que je vais incarner, c'est une politique très libertaire, très libre arbitre et très tout est possible. Je préfère avoir un biais pour le tout est possible que pour tout est déterminé à l'avance. Très bien. Qu'est-ce que ton entourage trouve bizarre chez toi? Mon obsession pour le temps. On m'a souvent dit que j'avais des comportements quasi autistiques avec la gestion du temps. Je pense qu'il trouve bizarre cette espèce de capacité à m'emporter et à brûler de l'intérieur quand je parle de sujets où ils sont en mode comment tu fais pour t'intéresser à ça, quand on parle de la spirale dynamique de la conscience ou de tous ces trucs-là qu'on a pu vaguement évoquer. Donc je pense qu'ils sont intrigués de ce qu'ils me disent, de comment on peut être passionné par ces choses-là. Voilà, globalement, je dirais ça. Très bien. De quel schéma d'auto-sabotage tu n'arrives pas à te libérer complètement? Purgatoire de l'insuffisance, on l'a évoqué tout à l'heure, je pense que c'est ce qui guide toute ma vie jusqu'à aujourd'hui et qui explique beaucoup de quêtes introspectives. Tu peux redéfinir très rapidement? Non, alors c'est un mot que c'est moi qui ai donné ce mot-là, c'est pas du tout un truc qui existe. J'avais écrit un article sur le sujet, donc du coup maintenant j'utilise que ce titre, mais c'est la sensation de toujours être insuffisant. Peu importe, t'es toujours en train de te dire je suis pas assez parce que j'ai pas ça, et quand tu atteins ça, tu te dis mais ça, on s'en fout, il me faut ça, et ainsi de suite jusqu'au moment où tu comprends que tu vas repousser ça jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est aussi assez effrayant de te rendre compte que tu es toujours intimement persuadé au plus profond de toi que tu es à côté de la plaque, peu importe à quel point le discours de tes proches ou des gens avec qui tu bosses vont pointer vers une direction, tu as la sensation que tout le monde se trompe et que c'est toi qui as raison et que tu es à côté de la plaque et tout le monde ne voit pas la chose, quoi. C'est un mix d'imposteur avec une profonde sensation de ne pas être suffisant par rapport à ce que tu sens que tu peux être et les exemples que tu as au quotidien. Et c'est vachement je pense que c'est exacerbé par l'époque à laquelle on vit. Internet, c'est magique parce que ça nous permet d'être toujours à un échelon de gens qui sont fascinants, mais t'es toujours aussi à un échelon de gens qui te pètent la gueule sur tous les domaines qui t'intéressent. Mais avec, toi, on parle de Léo Goura. Voilà, moi, je regarde Léo Goura, je suis à la fois inspiré, à la fois je me dis, qu'est-ce que tu fais? Raccroche les gants, change de métier, va faire du pain, tu vois. Je me dis, c'est pas possible. Je Les mecs sont comprends. Ouais. tu vois. Donc voilà, je pense que je dirais ça sans hésitation. Quelle est l'habitude dont tu ne te séparerais pour rien au monde? Les douches froides, c'est C'est très vrai? cliché. Ah, un L'exposition au camarade de froid. douche froide. Là, tu vas avoir un beau camarade. Ça fait 9 ans et j'ai marqué ce début-là. Je pense que je suis sorti des douches d'eau froide pour aller dans un truc un peu. Enfin, je suis pas sorti, je les prends toujours, mais j'ai voulu passer un peu les caps au fur et à mesure que j'ai rencontré le fameux Maxime Frost, là, qui est devenu un pote entre-temps et qui est très bon sur le marché français, formateur Wim Hof, avec qui je pars en vacances chaque année et qui m'a fait faire des belles dingueries. La dernière en date, c'était en mars, où avec lui et Charles Michaud, que je recommande chaudement, qui est un instructeur Wim Hof, on est allé dans les Pyrénées, on s'est fait un bain à 1 degré dans une rivière à 2000 d'altitude, sous moins 1 degré avec de la neige. Je pense que c'était le plus vénère que j'ai fait et c'était incroyable comme expérience. Ça devient vraiment à la mode, hein, ces trucs de centre de bain froid, ou même en Thaïlande où je vis, t'en as partout maintenant. Je crois que avec Instagram, ça a dû prendre en popularité. Et moi, je suis dans une ville je sais pas, une ville secondaire de un peu moins d'1 million d'habitants, et il y en a partout. Déjà à l'époque, quand je te suivais, tu faisais des douches d'eau froide, j'en faisais déjà à l'époque et j'ai l'impression qu'on était là-dedans avant que ça arrive Hmm, à fond sur le marché français comme ça. Et ouais. maintenant, c'est vrai que c'est en pleine explosion.
Quel conseil tu donnerais à ton toi de 20 ans? Sachant que je viens de faire 33 leçons à l'occasion de mes 33 ans, il faut que j'en choisisse une. Une Euh, seule. Moi, je dirais, le conseil que je donnerais, c'est ce qui te semble être la bonne chose à faire en ce moment, fais-la. Dans le sens où, de par ma nature overthinker, j'avais tendance à vouloir ériger des belles cathédrales de pensée, comme dirait Idriss Aberkan, sur quels sont tous les scénarios dans lesquels je pourrais m'engager professionnellement, relationnellement, etc. Comparer toutes ces options-là et ensuite choisir la meilleure. Et en fait, là, je m'apprends une seule chose, c'est que la meilleure réponse n'existe pas dans ta tête, mais elle existe sur le terrain. Et si tu ne développes pas la capacité à très vite aller dessus, tu ne le trouveras jamais. Et tu peux passer 10 ans à essayer de conceptualiser ton mode de vie idéal, alors qu'en fait, ça t'aurait pris 1 an de changer sur le terrain et de comprendre beaucoup plus vite lequel est ton mode de vie idéal. Donc, je pense Hmm. que ça serait développe un biais pour l'action, arrête de réfléchir, va te péter la gueule sur le terrain. Très bien. Et dernière question, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Ma vie, c'est difficile ça. Ma vie, Ouais, c'est pas évident. j'en ai encore parlé. Alors, si, je dirais le plus heureux, je dirais mes relations. C'est vraiment la, Le la, social. la grande révélation de cette année, c'est à quel point le social est la quintessence de l'expérience humaine. Et ça y est, j'arrive à un âge maintenant où j'ai eu la chance de vivre tout ce que je cherchais avec moins de social et être à côté de la plaque sur tout ce que je convoitais avec beaucoup de social. Et j'ai compris que le social était la pierre angulaire de tout. Et ça fait partie des fameuses leçons inenseignables qu'on nous répète depuis qu'on est môme et qu'on ne comprendra pas jusqu'à le vivre sur le terrain. Il faut vivre une expérience épistémologique par rapport à ça. Et moi, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je sais que ça y est, ce qui me rend le plus heureux, c'est vraiment de passer du temps avec mes Hmm. proches et d'avoir ces gens-là autour de moi au quotidien. Tu peux tout m'enlever, le business, l'apparence physique, c'est-à-dire ma prise de masse, là, le surf, la batterie, toutes les choses qui font de ma vie cette chose formidable pour laquelle j'ai énormément de reconnaissance, et je garde que les relations, je signe de même. Tu me donnes tout ça, et plus encore, tu m'enlèves les relations, je dégage de là. C'est vraiment la pierre angulaire, et Ok. c'est mon focus maintenant. Toi, Donc, c'est quoi qui te rend heureux, ta définition du bonheur pour toi? bah, moi, je me pose pas trop cette question. Pour moi, le sujet, c'est plus la paix intérieure. C'est arriver à un état d'absence de tension psychique où tu cherches pas à... Tu renonces au désir que la réalité soit différente que ce qu'elle n'est. Ce qui est évidemment un idéal un peu bouddhiste, mais fondamentalement, c'est là que vraiment tu atteins la paix. C'est quand tu te préoccupes plus de ce qui pourrait arriver demain et que tu es dans l'acceptation de la réalité aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire renoncer à toute forme d'objectif et de vouloir avancer dans une direction donnée. Mais pour moi, le bonheur, c'est pas, comment dire, on ne peut pas vraiment vouloir être heureux, ça n'a pas trop de sens parce que si tu essaies de courir après le bonheur, il s'éloigne. C'est comme un mirage dans le désert. Donc, beaucoup de gens ne comprennent mal, je pense, et tant que tu restes bloqué dans ce paradigme, le bonheur est quelque chose qui doit un jour m'arriver, bah, tu le seras jamais. Je suis d'accord avec toi. Il y a une phrase, on n'a pas eu l'occasion de parler des neurosciences du bonheur, bien que ce soit un sujet fascinant, mais il y a une phrase qui résume tout, c'est que les neuroscientifiques te disent que si tu n'es pas capable d'être heureux maintenant dans l'instant T, il n'y a aucune raison que tu sois capable de l'être dans le Mm. futur, peu importe ce que tu accompliras. Euh, Alex Hormozy, il dit tu as déjà atteint les objectifs qui étaient censés te rendre heureux. Et c'est tellement vrai. Et donc, Ouais. je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que tu peux pas pourchasser le bonheur, tu peux pas l'avoir, tu peux que le ressentir dans l'instant présent. Mais du coup, je twisterai ma question pour essayer d'éviter que tu t'échappes et te dire dans quelle situation tu te sens le plus en paix du coup. Quels sont les moments de ta vie où tu te sens le plus touché du doigt cet état de paix intérieure que tu convoites au quotidien? Si tu veux, pendant longtemps, j'avais cette phrase où en fait, je disais, pour moi, la liberté est plus importante que l'argent, qui est plus important que la popularité, les vues, les abonnés, tout ça. Et cette année, j'ai compris un truc, c'est que il y a une valeur qui est encore plus importante que la liberté, pour moi, c'est la créativité. Ça, je l'ai compris avec Tiny Pages, mon SaaS. Donc, résoudre des problèmes pour implémenter des fonctionnalités, réfléchir, être créatif. Il n'y a rien de plus kiffant pour moi que ça. Juste me mettre dans ma bulle et réfléchir, utiliser l'IA pour trouver des solutions, comment on va intégrer cette fonctionnalité-là dans notre app. C'est vraiment le truc où je suis dans le flow. Donc, je ne vois pas le temps passer.
C'est quelque chose que j'avais pu avoir par le passé quand j'étais étudiant. Je faisais de la musique sur ordinateur. Je composais des instrumentales, de la musique électronique. Et là, des fois, je pouvais passer le week-end en pyjama, j'oubliais de manger. Je mangeais juste le soir parce que j'étais tellement dans mon truc, dans mon tunnel de focus. Et pour moi, une vie réussie, c'est une vie où la plupart de ton temps, le plus possible en tout cas, parce que c'est pas possible que ce soit tout le temps, mais que tu passes le plus de temps possible dans cet état-là de flow, de connexion intense avec l'activité dans laquelle tu es plongé. Moi, je pense que c'est ça. Après, je te rejoins aussi sur l'aspect relationnel qui est essentiel, ça, pour quiconque, hein. Donc, si je devais te donner une chose, ce serait ça, mais évidemment, la réponse est au pluriel. Ok, donc pour toi, ce serait la créativité, quoi. C'est dans ces moments que tu te sens le plus Ouais. en paix avec toi-même, quoi. La Intéressant. créativité et puis maintenir aussi un équilibre dans les différents aspects de ta vie. Le sport, évidemment. Si j'étais ultra créatif tout le temps à travailler, mais que je faisais pas de sport, probablement que je me sentirais pas aussi bien. Si je voyais personne, que j'étais enfermé dans ma chambre d'hôtel, je me sentirais pas aussi bien. Donc il y a aussi un équilibre évidemment à préserver. Trop bien. Merci pour ta réponse. Eh ben, Sofiane, c'était super. On a parlé pendant longtemps. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut renvoyer les gens qui voudraient en savoir plus sur ton univers que je ne peux que recommander? Ouais, on pourra mettre un lien dans la description directement vers la vague et vers ma chaîne YouTube peut-être. C'est un bon endroit pour commencer à me découvrir. La chaîne YouTube, il y aura le lien. La vague, c'est ma newsletter tri-hebdomadaire du coup, dans laquelle j'envoie mes emails au quotidien. On pourra mettre les liens potentiellement dans la bio, je pense que c'est le plus simple. Ou dans tous les cas, les liens seront sur ma chaîne YouTube. On peut renvoyer vers ma chaîne YouTube, ce sera le plus simple. Super. Bah, on s'arrête là alors et merci Merci d'être Emilio. venu. C'était chouette. C'était trop cool. Ce petit format Ouais. en mode on boit un café, on échange, à refaire. C'est top. À refaire avec plaisir. Peut-être un épisode 2 en 2026. Ça marche, avec plaisir. Allez, salut. Ciao. Et dernier petit rappel avant de te laisser, j'ai rassemblé toutes les ressources, donc des outils, des livres, des citations, des hacks qui ont été partagés par les invités du podcast dans une fiche pépite que je mettrai à jour à chaque nouvel épisode. Donc si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu veux pas rater une miette des prochains qui arrivent, clique sur le lien dans la description du podcast pour tout recevoir maintenant.